OK. Donc, alors bonjour et bienvenue à tous pour cette petite conférence, Nos pensées créent notre futur. Donc, c'est un peu le thème de cette conférence-là. Bien évidemment, c'est avec le jour de l'an qui approche, c'était difficile de passer à côté l'idée de proposer peut-être une réflexion sur sur comment pourrait-nous arriver en tant qu'être humain, en tant qu'individu, à se donner la permission d'envisager l'année qui vient avec une volonté peut-être de se créer de nouvelles voies, de nouveaux chemins, de nouvelles chemins, de nouvelles voies plus en harmonie avec soi. Donc, c'est ça un petit peu le thème de la conférence. Donc, d'abord, je vais vous présenter un petit peu de la théorie sur comment, justement, nos gènes, comment notre cerveau, évidemment, aussi, a tendance à quelque part se figer dans l'espace-temps à travers la vie. Et puis ensuite, on va ensuite aborder les moyens qui pourraient nous permettre justement de faire un petit travail de réflexion pour se préparer au jour de l'an, puis finalement envisager de se donner de nouveaux défis pour l'année qui vient. Donc, première des choses, bien évidemment, je vous ai déjà parlé. Alors, ben, peut-être je vais me présenter. Moi, c'est Sylvain Bélanger. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, bien évidemment, ça fait 30 ans, je pense, que je fais de la pratique intuitive. Plus que 30 ans, je suis thérapeute intuitif, donc je fais des lectures intuitives des champs énergétiques des gens. Ça touche tant la santé que la dimension psycho-émotionnelle et spirituelle. Donc, ça, c'est un volet. Puis également l'enseignement qui m'a toujours intéressé. J'ai toujours voulu, moi, démystifier la démarche intuitive, puisque je trouve encore aujourd'hui que l'intuition, on a souvent tendance à créer un peu de mysticisme autour, puis à ne pas toujours bien comprendre comment on peut arriver à la développer, parce que moi, je crois que tout le monde peut la développer. Il faut juste savoir comment ça fonctionne véritablement. Et dans ce sens-là, bien évidemment, on va un petit peu aborder également ce sujet-là lors de la conférence. Donc, puis également des livres que j'ai écrits sur le sujet, La spirale évolutive, qui est mon tout dernier livre que j'ai écrit également. Pour ceux que ça intéresserait, ben voilà, c'est un peu ma présentation. Puis évidemment, donc la conférence d'aujourd'hui, mais j'ai essayé de faire des liens avec les neurosciences, la physique quantique et tout ça, puisque je trouve que c'est intéressant, puis ça apporte une modernité à des thèmes finalement qui sont assez anciens, parce que finalement, quand on réfléchit à tout ça, la clairvoyance, les habiletés intuitives, la guérison, c'est des thèmes qui existent depuis très, très longtemps dans l'histoire humaine. Sauf qu'aujourd'hui, avec la science, on est en train de découvrir qu'il est possible d'envisager les choses d'une façon plus moderne. Donc, c'est toujours intéressant de faire ces liens-là, puis ça nous permet de comprendre davantage ces phénomènes-là d'une façon peut-être plus actuelle. Donc, première chose, il y a un physicien dont je vous parle pas mal souvent. Il s'appelle Pop, P-O-P-P. Alors, ce physicien-là, évidemment, c'est pas comme des bulles de champagne, mais Pop, P-O-P-P. Donc, c'est un physicien allemand qui a fait des recherches très intéressantes sur les cellules du corps humain. Il a démontré que les cellules du corps absorbaient puis émettaient de la lumière. Donc, c'est intéressant parce que ça veut dire que finalement, il a démontré scientifiquement que le corps humain est un corps de lumière. Et c'est intéressant puisque ça fait très longtemps que dans les traditions ésotériques et spirituelles, on parle d'un aura, hein, d'un champ d'énergie autour de soi. Et on parle d'un champ d'énergie, de champ de lumière, finalement. Donc, ce physicien-là en a fait la preuve scientifique, donc c'est quand même pas rien. Et c'est toujours intéressant de le rappeler. Et ça nous amène à réfléchir, mais de quoi se compose ce champ biolumineux-là? Donc, quand on pense à l'idée que les pensées créent notre futur, on pense inévitablement aux pensées, puis aux émotions. Puis, dans ce champ de lumière-là, évidemment, il y a quelque part une somme d'informations qui rayonnent de notre corps de lumière. Quand je regarde le champ énergétique d'une personne, je vois de la lumière autour de la personne, mais je vois qu'à l'intérieur de cette lumière-là, il y a de l'information. Ça veut dire quoi de l'information? Ça veut dire que dans le champ énergétique, il y a donc de l'énergie qui concerne donc la santé énergétique des organes et des systèmes du corps humain, mais également à l'intérieur de cette information-là, il y a des mémoires, des émotions, des pensées qui se dégagent de ce champ d'énergie-là. Avec de l'entraînement, on arrive donc à être capable de lire ce champ énergétique-là et comprendre que la personne qui est devant soi, elle a une histoire qu'on peut lire dans ce champ énergétique-là. Et cette histoire-là, évidemment, provient de son passé, bien sûr, mais provient également de ce qui est présent chez elle. C'est-à-dire que moi, je peux avoir vécu des choses dans mon passé, mais ce passé-là, quelque part que j'ai vécu, il est encore engrammé dans mon champ énergétique. C'est ce qui fait que moi, en tant qu'intuitif, si je regarde le champ énergétique d'une personne, je vais donc voir des informations qui sont peut-être associées à son passé, mais qui ont un impact dans son vécu présent et qui font que la personne n'est pas complètement associée à son présent, associée à ses potentiels réels,
parce qu'elle est identifiée, elle est bloquée en quelque sorte par des histoires anciennes qu'elle n'a pas résolues, ou des croyances ou des limitations à laquelle elle s'est identifiée, ou à des émotions justement qu'elle n'a pas pu libérer à l'intérieur d'elle-même. Donc, comprenez déjà qu'avec cette somme d'informations qui est dans notre champ énergétique que l'on a à notre insu, parce que notre éducation aujourd'hui ne nous permet pas de développer systématiquement des habiletés pour comprendre ce qui anime notre champ énergétique. On est encore un petit peu, comment dire, on est un petit peu jeune dans la maturité de ce phénomène-là. On n'a pas encore compris quelque part que ce serait important que les enfants, par exemple, développent cette habileté-là pour être capables de mieux comprendre comment ils sont gérés. Évidemment, les adultes, de la même façon, ça pourrait être intéressant. Donc, tout le travail il y a des travaux qui sont très intéressants qui se font actuellement de la modernité actuelle. Je vous ai parlé du champ biolumineux de Pop. Il y a également d'autres auteurs comme Bruce Lipton qui a écrit également des livres très intéressants sur la génétique, l'épigénétique aussi, qui démontrent à quelque part que les gènes peuvent bouger dans notre corps énergétique, dans nos cellules. Là, c'est pas figé comme on pensait à une certaine époque. Donc, évidemment, tout ce qu'on observe dans le champ énergétique d'une personne, ses émotions, ses croyances, ses limitations, qui vont se manifester sous forme de personnages. Quand moi, je regarde, quand je fais un travail sur moi ou je fais un travail sur une personne, qu'est-ce que je vais constater? Que c'est dans le champ de lumière, il y a donc de l'information qui va se manifester sous forme d'images, sensations et mots. Dans mon cas, c'est beaucoup à travers les images que je vais les percevoir. Et ce sont des scènes d'événements qui sont présents ou de potentiels qui sont limités chez la personne, de potentiels évolutifs qui sont présents dans la personne. Et tout ça, finalement, ça donne une image un petit peu d'un genre d'organigramme, pourrait-on dire, de la structure psychique d'une personne. Et cette structure psychique-là, bien évidemment, elle va générer certaines émotions peuvent être des émotions donc évolutives, expansives. Ces émotions expansives-là sont des émotions qui vont entraîner une certaine forme de cohérence, une certaine forme également, elles vont produire des hormones également, qui vont être des hormones bienfaisantes pour le corps humain, qui vont permettre justement à favoriser la santé également. Il y a un certain nombre d'émotions que je vais vous noter ici pour vous mettre un peu en contact avec cette idée de quelles sont les émotions qui peuvent favoriser la santé. La béatitude, par exemple, il y a la liberté, le sentiment de liberté, l'émotion de liberté, l'amour, bien sûr, ça vous l'aviez compris, la joie, l'appréciation qu'on peut avoir envers d'autres êtres humains ou envers soi-même, la gratitude, la volonté, le pouvoir, le contrôle, ce sont des émotions qui sont... Alors évidemment, la béatitude, c'est celle qui aurait été reconnue comme étant la plus cohérente au niveau des émotions, de l'énergie électromagnétique que l'émotion dégage, parce qu'il faut comprendre que les émotions dégagent une certaine énergie, et quand on dégage des émotions qui sont en accord avec des fréquences élevées, ben c'est un peu comme si notre champ énergétique allait amplifier son rayonnement de lumière, et qui va faire finalement qu'on va aussi favoriser donc une santé optimale à l'intérieur de soi parce qu'on se sent en harmonie avec soi, on n'est pas en conflit avec soi avec de telles émotions. Alors évidemment, c'est intéressant de comprendre que ces émotions-là, finalement, comme elles dégagent un certain champ électromagnétique, une certaine énergie électromagnétique, elles nous permettent donc d'amplifier ce champ de lumière-là, mais en plus de ça, elles produisent d'un point de vue physiologique des hormones qui vont favoriser donc la santé. Donc, déjà en soi, pour l'année qui vient, on peut déjà se souhaiter d'avoir des bonnes émotions, d'avoir des émotions positives le plus possible, donc de chercher à cultiver les émotions, puisqu'en les cultivant, ben, on risque déjà de ne pas se faire du mal. On risque à quelque part d'avoir une vision de la santé, une vision de la vie plus évolutive, plus positive, plus constructive, et donc d'amener l'année qui vient à une année plus intéressante pour soi, parce qu'on aura une attitude justement où on va regarder les choses d'une façon plus légère, parce qu'on aura cette espèce de volonté donc de prendre soin de soi. De l'autre côté, il y a des émotions qui sont peut-être moins intéressantes à développer, puis on en a tous, évidemment, on les connaît tous aussi. Il y a la colère, bien sûr, la peur, la culpabilité, la honte, la souffrance, la victimisation, la douleur, la luxure. Bon, c'est toutes des émotions qui vont aussi, si on les génère, si on les nourrit finalement, ben, quelque part, ils vont finalement affecter notre champ énergétique d'une part, mais ils vont aussi créer des hormones qui vont être des hormones de stress, qui vont empêcher donc le développement de la santé, qui va inhiber possiblement la santé, qui va inhiber également les fonctions du système immunitaire. Donc, vous voyez quelque part que ces émotions-là, finalement, elles
elles ont l'opportunité, quelque part, de créer, quelque part, des conditions moins favorables à la santé. Donc, déjà, on comprend une chose, c'est que moi, en tant qu'être humain, j'ai le choix, hein, chaque jour, de pouvoir générer des pensées, des émotions qui vont chercher donc à augmenter mon champ énergétique, augmenter ma vibration et faire de sorte que moi, quelque part, mais je cultive la santé de cette façon-là. C'est d'ailleurs pourquoi, hein, quand on regarde la méditation, beaucoup de méditations vont quand même être orientées sur la gratitude, sur des émotions de, bon, le sentiment de liberté, l'amour, bon, la joie. On va essayer de chercher justement à travailler sur des thèmes comme ça pour nous permettre justement de faire en sorte que notre pensée, quelque part, puisse expérimenter ces états-là pour qu'on puisse s'en imprégner, puis avoir des journées qui soient le plus habitées par ces émotions-là. Donc, on peut comprendre ici qu'on peut cultiver donc ces émotions-là, et plus on les cultive, mais plus on favorise donc un potentiel santé optimal. Donc, ça, c'était une des premières choses que j'avais envie de vous dire. Puis évidemment, ce que Bruce Lipton a constaté, c'est que lorsque ces émotions-là, justement, sont présentes, hein, les émotions finalement qu'on pourrait qualifier de négatives, pourrait-on dire, ben, elles vont avoir tendance, effectivement, à figer les gènes, à simplement faire en sorte que les gènes vont reproduire ce que nous, en tant qu'êtres humains, nous avons développé quand nous étions enfants, c'est-à-dire, bon, lors du développement de l'enfance, de ce que nous avons appris de notre famille, des structures scolaires également, qui ont fait qu'on a comme développé des comportements qui sont peut-être un peu limitatifs. Et ça peut être intéressant, évidemment, de comprendre que ces comportements limitatifs qui se sont développés chez soi, ben, nous gardent hein, dans cette espèce de situation où on va figer notre cerveau, figer notre façon de voir le monde, figer quelque part cette capacité que l'on a de reconnaître justement notre capacité à être une plus belle version de soi-même, une plus grande version de soi-même. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Est-ce que vous avez des questions, d'interrogations? Vous me faites signe, bien sûr, dans le chat. Ça peut être le plus facile pour l'instant. À la fin, bien évidemment, si vous avez des questions, des réflexions, bien, vous pourrez m'en faire part d'une façon plus importante. Donc, je vais donc poursuivre. Alors, une chose qui est importante de comprendre aussi dans cette vision-là, c'est que ces émotions-là, donc, créent en fin de compte, les émotions qui nous habitent sont des énergies électromagnétiques qui ont un impact sur notre corps, sur notre structure, qui vont favoriser donc la santé ou pas. Et puis évidemment, il faut comprendre aussi un élément important, c'est que ces émotions-là se font souvent à notre insu, c'est-à-dire qu'il y a une partie de nous où on est conscient qu'on génère des émotions, puis une autre partie de nous qui est inconsciente ou subconsciente, hein, qui n'est pas accès, on n'a pas accès à ça. On dit à quelque part que 95% de notre façon de fonctionner qui se font d'une façon routinière, c'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas et on fait des choses par habitude. Donc, si on réfléchit, effectivement, ça veut donc dire qu'il y a juste 5% de nos journées qui seraient donc habitées par des potentiels créateurs, par des actions créatives, etc. Donc, ça peut être intéressant, évidemment, donc de se rappeler cela parce que ça veut dire effectivement que ces façons de vivre notre vie d'une façon répétitive, d'une façon routinière, bien évidemment, vont entraîner à quelque part cette façon donc d'avoir des émotions qui vont se générer, qui vont se répéter, qui vont nous garder un peu dans une atmosphère, pourrait-on dire, non favorable à la transformation, à l'expression d'une version plus équilibrée ou plus en harmonie avec nos pleins potentiels. Donc, ça, c'était une chose. Alors, évidemment, ça va tout ce processus-là dont je vous parlais tantôt, ben, va raffermir donc les connexions neuronales, donc vont nous garder dans un état de plus en plus figé. Notre bagage génétique va rester figé, nos connexions neuronales aussi. Donc, on se retrouve dans une position où on n'arrive plus à évoluer comme on le voudrait, comme on le souhaiterait. Ce qui veut donc dire qu'on va finalement, tout au long de notre vie, demeurer un peu limité dans ce qu'on est, parce que quelque part, on va simplement se contenter, entre guillemets, d'être ce qu'on connaît de soi. Et le thème d'aujourd'hui, mais évidemment, c'est de se dire mais de quelle façon que je pourrais être autre chose que ce que je suis. Et c'est ça un petit peu que je vais essayer de vous présenter comme réflexion, en fin de compte, pour vous préparer peut-être justement à l'année qui vient, puis peut-être finalement de vous amener simplement une réflexion toute simple qui va être intéressante à cultiver tout au long de votre vie, hein, parce que ça peut être intéressant de réfléchir à tous ces éléments-là. La première chose que moi que je me dis, parmi les étapes que j'aimerais vous partager pour arriver effectivement à favoriser le changement, la première, c'est ce que moi j'appelle l'engagement. L'engagement, c'est comment on peut arriver à être engagé avec soi. C'est souvent en reconnaissant, dans un premier temps, que je vais vous parler du cerveau du ventre pour commencer, puisque le cerveau du ventre,
C'est assez fascinant, hein, parce que c'est un cerveau qui est depuis tout récent qu'on a découvert qu'il existait un cerveau du ventre. Il existait bien avant qu'on le connaît, qu'on le reconnaisse, mais on le savait quelque part parce qu'on sentait bien que dans notre ventre, il se passe beaucoup de choses. Mais là, on découvre finalement que dans ce ventre-là, il y a beaucoup plus de choses qu'on pensait qui se passent là, finalement, d'un point de vue même biologique. On en arrive à constater que c'est un monde très, très riche qui se retrouve là. Et finalement, le cerveau du ventre, c'est vraiment le cerveau qui nous connecte avec le plaisir. Hein? Quand on réfléchit à ça, c'est comment je peux me mettre en connexion avec l'idée que moi, par exemple, je suis couché le matin, là, et là, j'ai envie de me lever. J'ai envie de me lever. Pourquoi j'ai envie de me lever? Mais parce que j'ai peut-être des choses qui me font plaisir, qui me font envie de faire. Alors, vous voyez, c'est quelque chose qui est important, cette idée de qu'est-ce qui me fait plaisir? Parce que qu'est-ce qui me fait plaisir, c'est pas qu'est-ce qui ferait plaisir aux autres, hein, c'est vraiment qu'est-ce qui me fait plaisir. Donc, c'est vraiment une relation moi, je dois reconnaître qu'il y a des choses qui vont me ramener à ma nature propre et qui vont faire que moi, je vais me lever, puis je vais être excité à prendre mes deux jambes, puis à me déplacer dans l'espace pour arriver à faire un certain nombre de choses qui vont répondre à un certain plaisir. Et ça, c'est évidemment, ça nous ramène à ce que j'appellerais, moi, un peu l'adulte que nous sommes tous, hein, qui nous ramène à se dire, mais qu'est-ce qui fait qu'un adulte va décider de se lever debout puis faire une action pour être en harmonie davantage avec lui-même? Là, c'est dans ce sens-là, évidemment, que l'engagement, c'est que moi, je pourrais très bien dire, ah, ben, j'aurais envie de faire plein de choses, mais j'aurais envie de faire plein de choses dans ma tête, par exemple, mais j'ai pas envie de descendre dans mes jambes pour pouvoir finalement le faire concrètement. Alors, c'est dans ce sens-là qu'il y a des êtres qui vont être beaucoup plus cérébrales, qui vont être beaucoup plus ici, puis il y a des gens qui vont être beaucoup plus dans le ventre. Et les gens qui sont plus dans le ventre, ce sont des gens qui sont plus instinctifs, hein, qui sont des gens qui sont plus connectés, justement, avec ce qu'on appelle le gut feeling, et cette espèce de sensation reliée justement à ce qui se passe dans notre corps. On sent des choses dans notre ventre, là, puis on a envie d'y répondre parce que c'est tellement fort, tellement puissant qu'on ne peut pas le faire autrement. Donc, il y a des gens qui ont cette connexion-là très forte et d'autres l'ont moins, ça. Alors, évidemment, ça peut se développer et c'est ça un petit peu qu'on va regarder. Mais l'engagement, donc, ça veut dire que moi, en tant qu'être humain, je dois reconnaître que je dois m'engager à commencer à me connecter justement avec ce qui est le plaisir. Le plaisir, c'est quoi? C'est ce sentiment d'être dans mes jambes. Et pour être dans mes jambes, il faut que je sois capable de reconnaître que j'ai un sentiment de relaxation dans mon corps. Ce sentiment de relaxation, il provient de quoi? Il provient entre autres du système parasympathique. Hein. On sait qu'un système nerveux, il y a le système sympathique qui est dépensier souvent, et le système parasympathique qui va entraîner la relaxation, la régénération. Et cette régénération-là, de quelle façon que l'on peut l'obtenir? Ben, c'est justement en expérimentant le plaisir. Ainsi, moi, j'ai pas de plaisir dans ma vie, ben, je suis dans un état de tension permanent, un combat permanent, donc le système sympathique va être beaucoup plus actif à ce moment-là et je vais m'éloigner du sentiment que je puisse être dans mes pieds et dans mes jambes, qui finalement est connecté justement avec le plaisir de faire des choses dans la vie. Hein. Quand on dit à quelque part que moi j'aime la vie parce que je suis actif, dans la vie, il y a plein de choses que je fais parce que j'ai un plaisir de faire plein d'activités, ben quelque part, ça me met en contact justement avec ce sentiment que je prends soin de moi à ce niveau-là. Il y a deux petites questions que je vais peut-être répondre, puis ensuite on va poursuivre si vous voulez bien. Donc, la première question, qui dit onde électromagnétique d'une émotion dit onde électrique. Est-ce qu'elle au niveau du cerveau du cœur? Pardon, j'ai des problèmes de connexion, je risque d'être coupé, de me reconnecter. Merci par avance. Donc, OK. Alors, j'ai bien compris la question. Bien sûr qu'on va en parler donc de cette fameuse cohérence, hein, la cohérence entre le cerveau et le cœur, là, la cohérence cardiaque. C'est de ça dont il s'agit, je pense, dans la question qui est posée. Bien sûr, c'est dans ce sens-là, évidemment, qu'on parle de ce mouvement entre le cœur et le cerveau. Bien évidemment, c'est le cœur. Ben, je vais sans doute répondre à la question un peu plus tard, mais je vais quand même donner une information. C'est que le cœur, lui, quand on est dans un état émotionnel, ben, il y a quelque part l'émotion finalement qu'on génère, les émotions qui sont en nous, elles sont prises par le cœur et elles sont envoyées vers le cerveau. Et le cerveau, ben, quelque part, ben, lui, va se raccorder avec ce signal-là ou pas, hein, finalement. Et c'est ça qui va permettre la cohérence. La cohérence cardiaque, c'est quand le cœur est relaxé. Et quand il est relaxé, c'est parce qu'il est quelque part dans un processus d'accueil envers une émotion. Et l'émotion, comme elle est dans une position où on est dans l'accueil, ben, on risque évidemment que si notre cerveau reçoit le signal d'une façon cohérente, hein, d'une façon organisée, ben, à quelque part, on va être dans une position ce que je pourrais appeler d'abondance, c'est-à-dire qu'on va être dans une position de relaxation, de relâchement, d'ouverture, et on va assumer pleinement l'émotion qui est là.
Alors que souvent, évidemment, ce qui est notable fréquemment, c'est que la majorité d'entre nous, nous sommes stressés. On se demande pourquoi la société souvent nous stresse pour toutes sortes de raisons. Et c'est certain que si on se sent stressé, bien évidemment, on n'arrive pas à pouvoir arriver à développer une position de plus grand calme, de plus grande détente, qui nous aiderait justement à amener ce sentiment de cohérence cardiaque dont je vais vous parler d'une façon plus importante très bientôt. Moi, je me lève le matin par obligation et sens des responsabilités. J'ai rarement du plaisir à me lever. Je suis arrivé à un point où je n'ai plus de plaisir aussi peu dans ma vie. Mais c'est ça. C'est exactement le thème, quelque part, de ce que je viens de vous parler au niveau de l'engagement. C'est-à-dire que quand on est rendu à cette étape-là, Doris, ben ça va pas bien. Puis je pense qu'on est tous, à un moment donné, on doit être tous attentifs à ce que j'appelle, moi, la lassitude. La lassitude qui fait qu'on vit et que l'on vit comme une espèce d'automatisme. On vit par automatisme, c'est-à-dire qu'on doit se lever, on doit faire ceci, on doit faire cela. Vous voyez, cette espèce de situation où notre corps, finalement, ne devient plus habité par l'envie. L'envie, bien évidemment, c'est ça l'engagement. L'engagement, c'est qu'est-ce qui fait que moi, le matin, j'ai envie de me lever. C'est parce que quelque part, j'ai reconnu qu'en dedans de moi, j'avais une excitation, quelque chose qui me faisait envie. Et c'est certainement la première chose qu'on doit reconnaître dans l'être humain que nous sommes. Et c'est bien que c'est certain que cette capacité que j'ai de reconnaître cette envie-là me relie au nerf vague, hein, qui est relié donc au niveau du cerveau du ventre et ensuite qui va remonter vers le haut du corps. Puis on va y revenir aussi là-dessus. Ça veut donc dire quelque part que les guérisseurs, quand ils parlaient de la pratique de l'enracinement, par exemple, qui est une façon de se relier nos deux pieds sur le sol et de développer une attention pour qu'on soit capable justement de reconnaître que nos deux jambes, finalement, sont en étroite relation avec la planète Terre. La planète Terre, c'est le champ Schumann, le champ électromagnétique que la Terre produit. Alors, si moi, je prends le temps de reconnaître que ce champ électromagnétique de la Terre émet de l'énergie, que moi, je prends le temps de m'en imprégner puis de faire en sorte qu'elle circule dans mes jambes, bien, il y a des fortes chances que cette connexion-là avec l'énergie électromagnétique dans mes jambes me rende plus conscient que dans mes jambes, il y a quelque part des envies, des désirs qui sont là. Et ça vient d'où ces désirs, ces envies qui sont là? Mais ça vient de l'être humain que je suis, ça vient des cellules qui sont dans mon corps, ça vient de l'énergie de lumière qui est en moi également. Et tout ça va se traduire par, justement, dans un état de pleine conscience intuitive, ça va se traduire par des images, des sensations et des mots qui vont venir à moi. Et que moi, je vais prendre le temps de reconnaître pour me donner l'opportunité, justement, de comprendre les messages qui sont là. Et ces messages-là, finalement, ils m'indiquent quoi? Ils m'indiquent effectivement que mon corps me dit, Sylvain, j'aimerais ça que tu te fasses plaisir. J'aimerais ça que tu reconnaisses ce désir que tu as de justement prendre soin de toi. Et c'est là, quelque part, on renoue contact justement avec ce que j'appelle, moi, la petite lumière. La petite lumière, c'est celle où on se dit, mais tiens, je ne suis pas juste une machine. Je ne suis pas juste quelqu'un qui vit par automatisme. Je peux prendre le temps, quelque part, me donner la permission de me faire plaisir, de prendre soin de moi pour me faire plaisir. Et ça, c'est un choix qu'on doit faire. C'est ça l'engagement. L'engagement, on peut très bien se dire, ah, ben, la vie est trop difficile, je vais me laisser aller, puis je vais faire ce qu'on me demande de faire, puis je ne me préoccuperai pas de moi. C'est un choix, et j'aurais presque envie de dire, pour provoquer un peu peut-être, hein, c'est le choix peut-être le plus facile, hein, parce que c'est le choix finalement qui c'est un peu ce que la société nous demande qu'on réfléchit. Hein, c'est-à-dire que la vie va vite, tout est très stressant, il y a plein d'éléments qui sont bouleversants, un petit peu qui viennent nous perturber souvent au niveau de notre rythme. Et puis évidemment, le plus simple, c'est plus de réfléchir, c'est de simplement suivre le mouvement, puis on se suit ce mouvement-là sans prendre le temps de considérer quelque part qu'est-ce qui allume notre être. Et bien souvent, ce qui allume notre être, on va se dire, ah ben non, c'est pas possible, la réalité est comme ça, je peux pas me permettre de me faire plaisir, je peux pas me permettre de faire des choses que j'aurais envie de faire parce que la vie m'en empêche, hein, parce qu'il y a tel événement, telle situation, tel truc qui vient m'empêcher d'exprimer à quelque part ce que je suis au plus profond de moi-même. Donc, vous voyez, c'est ça un petit peu, donc, cette notion d'engagement. Ce serait peut-être intéressant, évidemment, de se rappeler à quelque part que le plaisir fait partie de la vie, et ce plaisir-là nous ramène à l'individualisme que nous sommes. Nous avons tous à prendre soin de nous-mêmes et prendre soin de soi, mais c'est reconnaître le plaisir d'abord et avant tout qui doit se manifester dans notre vie et de chercher à le développer le plus possible. Donc, c'est peut-être une invitation pour l'année 2023, de quelle façon que moi, je peux reprendre contact avec ce plaisir-là. Une des façons que moi, je vous inviterais à l'expérimenter, c'est prendre le temps justement d'expérimenter quelque part le mouvement de vie qui est en vous, de vos pieds jusqu'à votre bassin. Pour commencer, ça serait déjà une façon de vous
reconnecter justement avec le relâchement, la détente, hein, puisque quand vous êtes plus conscient dans vos jambes, ben, vous êtes dans une position de relaxation, le système parasympathique devient plus important. Ça vous permet donc d'accumuler de l'énergie dans vos jambes, de ressentir plus de tension, plus d'expression du plaisir potentiel qui est là, et de commencer justement à vous octroyer le droit de l'accueillir, ce mouvement-là, pour effectivement commencer à identifier ce que serait cet engagement-là qui peut être expérimenté. Dans la pratique de la pleine conscience intuitive, lorsqu'on fait ce genre de travail-là au niveau de nos jambes, ce qu'on va découvrir, évidemment, c'est qu'il peut y avoir, hein, consciemment, on se dit, ben oui, j'ai deux jambes, ça c'est objectif, on a deux jambes physiquement, sauf que si je prends le temps d'expérimenter l'énergie dans mes jambes, ben peut-être que je vais découvrir, mon Dieu, mes jambes, je ne les ressens pas. Elles ont plein de résistance, il y a plein d'émotions qui sont associées à mon enfance. Vous voyez, comme moi, par exemple, quand j'étais enfant, ben, mes parents m'avaient demandé d'être très responsable, m'avaient demandé de m'occuper d'un de mes frères et tout ça. Donc, moi, ce que j'ai observé, c'est que de mes jambes, ben, quelque part, pendant longtemps, j'avais beaucoup de difficulté à les habiter parce que, quelque part, on ne m'avait jamais demandé d'exister, finalement. On m'avait demandé d'exister pour les autres. Donc, j'ai été tout au long de ma vie, une grande partie de ma vie, très orienté vers les autres, à devoir prendre soin des autres. C'était normal. C'était quelque chose que j'avais comme intégré comme étant une normalité. Et évidemment, ça faisait que mes jambes étaient beaucoup moins habitées. Donc, j'étais beaucoup moins connecté envers mon désir d'être connecté à mon plaisir, puisque ce plaisir-là, ben, il était plus important de rendre heureux les autres que moi à travers ce cheminement-là. Donc, vous voyez, ça, c'est un petit peu un passage pour illustrer un peu mes propos. Bonjour Sylvain, où situerais-tu l'origine du rayonnement électromagnétique chez l'humain de l'âme? En fait, compte, moi, je comprends peut-être pas tout à fait bien la question, mais je dirais simplement ceci, c'est que le rayonnement électromagnétique, c'est-à-dire que moi, en tant qu'être humain, je suis une antenne. Cette antenne-là a les deux pieds sur le sol. Le sol, c'est la planète Terre. La planète Terre produit un champ électromagnétique qui est un champ Schumann, qui est reconnu par la science. Ça veut donc dire que moi, en tant qu'être humain, je suis d'abord et avant tout, j'incarne donc de ce champ électromagnétique de la Terre à travers mon corps. Et ensuite, bien évidemment, ce champ électromagnétique de la Terre me met dans une position d'ancrage qui me donne une densité d'une façon plus importante. Et cette densité va faire que je vais me rendre réceptif au champ au champ cosmique, c'est-à-dire aux influences cosmiques des planètes, des étoiles, de l'énergie électromagnétique du ciel. Et ce qui veut donc dire que moi, en tant qu'être humain, le champ biolumineux que je dégage, c'est une expression de la Terre et du ciel qui va faire que moi, je vais incarner finalement, en quelque sorte, cette liaison de ces deux énergies-là à travers mon propre corps. Maintenant, l'expression de l'âme, bien évidemment, on pourrait longuement en discuter parce qu'il faudrait définir ce qu'est l'âme et ce qui n'est pas une chose si simple que ça. Il y a beaucoup de façons de dire, il y a des gens qui nomment l'âme comme étant quelque chose, d'autres vont dire l'âme, c'est autre chose. Donc, il faut faire toujours attention avec les termes qu'on utilise. Mais je dirais que je me limiterai à ce que je viens de dire. Je pense que la chose la plus importante qu'il faut comprendre, c'est qu'en tant qu'être incarné, on est une antenne. Cette antenne-là, ben, doit exister. Et retrouver le plaisir, c'est certainement une des premières étapes de ça. On va voir les autres étapes par la suite. Doris me dit, ben, j'ai bien l'intention de faire. Elle me faisait référence donc au fait qu'elle n'avait pas beaucoup de plaisir dans sa vie, donc c'est très bien. Pour que ça revienne, que le plaisir revienne dans la vie. Ben, c'est ce que je te souhaite. On va voir ensemble de quelle façon qu'on peut y parvenir. Donc, la première étape, l'engagement. La deuxième étape, c'est ce que moi j'appelle la projection. Évidemment, c'est des termes, ce sont des mots pour vous transmettre de l'information. La projection, qu'est-ce que c'est? C'est qu'à partir du moment que je reconnais que j'ai un engagement, c'est j'ai de l'énergie dans mes deux jambes et mes deux jambes ont envie de faire des choses. Alors, pour être capable de faire les choses, bien, il faut que je reconnaisse certains éléments qui font de moi un être humain qui est spécifique à chacun d'entre nous. On est tous différents. Donc, il y a trois chakras dont je vais vous parler qui sont reliés à ça, c'est-à-dire que le chakra racine qui est la sécurité, le chakra sacré qui sont les besoins émotionnels et le chakra solaire qui sont liés à l'affirmation. Donc, quand je parle de projection, ça veut donc dire que moi, je vais devoir accepter que mes besoins de sécurité, mes besoins émotionnels, mon désir de m'affirmer, vont être en mesure d'être accueillis par mon cœur. Ça veut donc dire que je vais commencer à être capable d'accepter qui je suis. Parce que comme on est différent, il y a des gens qui sont très impulsifs, il y a des gens qui sont très dans la réflexion, ainsi de suite. On est tous différents. Donc, quand je commence à apprendre à accepter que j'ai des besoins de sécurité qui me sont propres à moi, j'ai des besoins émotionnels qui sont propres à moi, une envie de m'affirmer qui m'est propre à moi, ça veut donc dire que je découvre finalement que je suis un être qui a une certaine
qu'il y a une certaine distinction, hein, on est tous distincts en tant qu'être humain, et que plus j'apprends justement à reconnaître ces besoins-là qui sont en moi, j'apprends à les accueillir dans mon cœur, ben j'apprends à ce moment-là finalement à être dans un processus d'acceptation qui va faire que je vais commencer donc évidemment à m'aimer davantage. Et cet amour-là qui va être plus présent dans mon être, qu'est-ce que ça va entraîner? Ça va entraîner un regard sur moi qui va me mettre en relation avec un potentiel. Le potentiel, qu'est-ce que c'est? C'est cette capacité de reconnaître que moi, Sylvain Bélanger, quand je suis en état de sécurité, quand j'accueille mes besoins émotionnels, quand je reconnais mes besoins d'affirmation, je deviens un Sylvain Bélanger que je ne connais peut-être pas tant que ça. Parce que ce que j'ai connu jusqu'à maintenant, c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un, finalement, qui reconnaissait plus ou moins ses besoins de sécurité, qui reconnaissait plus ou moins ses besoins émotionnels, plus ou moins ses besoins d'affirmation. Donc, si je me donne la permission de m'accueillir et de me donner un sentiment quelque part que j'ai le droit d'être qui je suis, dans la profondeur de l'être que je suis, ça veut donc dire que j'ai une nouvelle version de moi-même qui va prendre forme. Cette nouvelle version va m'amener à me prendre conscience que Sylvain Bélanger, tel que je le conçois moi intérieurement, il ressemble un peu, beaucoup, passionnément, à ce que je suis aujourd'hui. Mais il peut y avoir des grandes différences. Je peux constater que j'ai peut-être un grand écart avant d'arriver à reconnaître le Sylvain Bélanger que je ressens en moi. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on reconnaît cela, ça nous met dans une vision d'une nouvelle version de soi-même. Et cette nouvelle version de soi-même, on peut commencer à la visualiser. C'est ça un peu la projection. La visualiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire de reconnaître que dans mon intériorité, je peux commencer à reconnaître qu'il existe en moi quelqu'un d'autre que personne n'a jamais vu peut-être, mais il existe. Et que plus j'apprends justement à lui donner le droit d'exister à l'intérieur de moi, et je ne parle pas donc de l'extérieur, je parle de l'intérieur de moi, donc personne ne le voit, sauf qu'à l'intérieur de moi, je pratique cette nouvelle expression de qui je suis. Il y a des recherches qui ont été faites pour, par exemple, chez des musiciens, on a demandé à des gens, quelque part, de jouer dans leur tête des gammes de musique et on a demandé à d'autres personnes de le faire physiquement, concrètement. Et on a observé effectivement que la différence entre ceux qui l'avaient fait dans la tête uniquement et ceux qui l'ont fait concrètement, il y avait évidemment des différences. On est d'accord parce que, évidemment, l'action manuelle avait entraîné des résultats plus importants, mais il n'y avait pas une énorme différence tant que ça entre les deux. Ça veut donc dire que quand on fait un exercice dans notre tête, on crée des réseaux neuronaux, des nouveaux réseaux neuronaux qui vont nous amener justement à amener le changement que l'on souhaite créer dans notre vie. Et pourquoi ce changement-là va vouloir se créer dans notre vie? Parce que je vais avoir reconnu que j'ai des besoins de sécurité, des besoins émotionnels et une envie de m'affirmer qui commence à être accepté par moi, reconnu par moi comme étant l'expression de Sylvain Bélanger. Tout comme pour chacun d'entre vous, l'expression de vous-même. Ça veut donc dire que finalement, je reconnais quelque part, comme dans moi, je suis un être humain qui a une certaine couleur et cette couleur-là, elle m'est distincte. Et je l'accepte, cette couleur-là, parce qu'elle est une couleur que j'aime finalement. Je l'accepte, je l'accueille, je l'aime. Alors, vous voyez que cette deuxième étape-là est importante parce qu'elle implique justement cette capacité que j'ai de m'aimer. Et ça, c'est quelque chose qu'on a souvent tout au long de notre vie, un travail à faire à ce sujet-là, parce que, bon, il y a des facettes de soi dont on est très fier, qu'on aime beaucoup, mais il y en a d'autres, quelquefois, qui peuvent qu'on peut ne pas facilement accepter pour toutes des raisons. Donc, vous voyez que tout ce travail-là, donc, pour favoriser cette projection-là, va impliquer justement que j'apprenne tout doucement à apprendre à m'aimer, à m'accepter tel que je suis. Et l'indice de ce cheminement-là, parce qu'un cheminement, c'est pas quelque chose qu'on va faire du jour au lendemain nécessairement, mais à mesure qu'on le fait, à mesure qu'on constate que des nouvelles expressions de nous-mêmes vont commencer à se manifester dans l'état de soi. Ça, c'est l'indice qu'on est dans le processus de projection. C'est-à-dire qu'on commence à comprendre que le Sylvain Bélanger que j'ai été hier n'est pas celui qui sera demain. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut donc dire qu'on est en train de reconnaître ce que moi j'appelle l'évolution de la conscience humaine, c'est-à-dire on peut avoir l'impression que rien bouge dans la vie, mais fondamentalement, à l'intérieur de soi, il y a plein de mouvements dans la vie. Il y a plein de mouvements constants dans notre corps qui sont omniprésents. Et que si je commence à devenir conscient de ce mouvement de vie qui est en moi, bien, je commence à me tendre la main, à m'accompagner pour favoriser la transformation. Et c'est là que ça devient intéressant de pouvoir cheminer dans cette voie-là, justement, qui était donc la deuxième étape que j'avais envie de vous partager. Alors, s'il y a des questions, évidemment, vous pouvez toujours le partager sur le chat. Ça me fera plaisir d'y répondre. Donc, la troisième étape, moi, j'appelle ça la création.
comme je disais, c'est des termes, hein, c'est le mouvement du cœur vers la tête. Alors là, on touche vraiment à la cohérence cardiaque, qui était par rapport à la question qu'on m'était posée. Alors, la cohérence cardiaque, c'est intéressant de rappeler que finalement, on a reconnu que le ventre avait une forme d'intelligence et on a reconnu, encore là récemment, que le cœur avait une forme d'intelligence. Ça fait donc, on n'a plus juste la tête, on n'a plus juste une intelligence cérébrale, on a une intelligence qui est beaucoup plus vaste qu'on l'avait imaginé, surtout que quand on regarde la définition du cerveau au niveau quantique, on comprend que le cerveau quantique, c'est tout le champ de lumière. Hein, c'est-à-dire que c'est un cerveau délocalisé dans tout le champ de lumière qui est dans notre corps. Donc, on comprend que ce qu'on peut appeler le savoir ou l'intelligence, c'est quelque chose de beaucoup plus, maintenant devenu beaucoup plus riche. On comprend quelque part que l'être humain est plein de possibilités et qu'on s'était finalement limité. On avait vraiment limité l'être humain à peu de choses. Et aujourd'hui, on découvre finalement que l'être humain est grandiose, à quelque part. C'est ça qu'on découvre. Et que ce grandiose-là, à quelque part, ça peut effectivement nous donner accès à plein de possibilités que l'on n'avait pas entrevues jusqu'à maintenant. Et c'est certain que pour moi, tous ces nouveaux mouvements de nouvelles connaissances scientifiques qui viennent émerger, nous rapprochent d'une façon de plus en plus claire, de plus en plus nette, au développement ou à la reconnaissance de l'intuition, à la reconnaissance effectivement de plein de pouvoirs à soupçonner que l'être humain peut avoir, mais qu'on n'avait pas reconnu jusqu'à maintenant et qu'on commence à envisager son existence. Donc, l'idée de la création, d'où est-ce que ça vient? C'est que je le disais tout à l'heure, le cœur, finalement, lorsqu'on arrive justement à faire remonter l'énergie au niveau du cœur, qu'on a accepté à quelque part les besoins de sécurité, les besoins émotionnels, les besoins d'affirmation, notre cœur, à ce moment-là, si on les a acceptés, quelque part, ça va générer une puissance vers le cerveau. C'est-à-dire que l'accueil de qui nous sommes va générer une image de cohérence de qui nous sommes, qui va nous amener effectivement à rayonner une certaine qualité émotionnelle vers notre cerveau, qui va nous permettre donc de finalement créer à quelque part, d'incarner en quelque sorte le changement que nous sommes en train de manifester. Donc ça, c'est intéressant aussi, parce que ça veut donc dire justement que si, à l'inverse, je suis complètement figé je ne suis pas capable d'accueillir mes besoins de sécurité, mes besoins émotionnels, mon affirmation, que je me rejette, que je me refuse, que je ne m'aime pas, mais évidemment, on va générer des émotions négatives. Ces émotions négatives vont donc entraîner de l'incohérence vers le cerveau. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas une belle émission de signaux électromagnétiques qui vont monter vers le cerveau. Donc, on va à ce moment-là incarner quelque chose qui n'est pas finalement, qui ne sera pas en accord avec nous-mêmes. Et on sait que la cohérence cardiaque, ce qui est intéressant dans la cohérence cardiaque, c'est que quand on est dans un état de cohérence cardiaque, c'est-à-dire que le cœur et le cerveau fonctionnent d'une façon optimale, d'une façon harmonieuse, le cœur est détendu. Et ça, c'est important à comprendre parce que le cœur est détendu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'arrive dans une salle et je ne suis pas en train de projeter toute mon histoire de mon passé vers ce qui se passe autour de moi. Je vais être simplement dans un état de tranquillité et de neutralité. C'est-à-dire que je vais regarder ce qui est là et je vais l'accueillir, tout simplement. Et je vais me laisser porter par les événements, par qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer, etc. Je vais pas être dans un mode complètement figé dû à mon passé. Je vais être dans une position où je vais être relativement bien parce que mon cœur ne sera pas en train de vivre dans l'appréhension de son passé. Parce que quand on est connecté avec notre passé, on est donc prisonnier de plein de signaux associés à des traumatismes de notre passé. Donc, on rentre dans une salle et là, on fait des projections. Cette personne-là, elle va me rejeter comme on m'a toujours rejeté. Donc, on va comme développer des scénarios qui ne se font pas toujours consciemment non plus. C'est tout ça qu'il faut se rappeler. Hein? Donc, évidemment, en étant dans cette situation-là, ça nous crée des stress et ces stress-là vont faire qu'on va se comporter même en accord avec ce dont on est convaincu qu'il va se produire et ça va se produire évidemment et ça va nous garder dans une espèce de prison. Hein, c'est notre prison intérieure que l'on crée de cette façon-là et notre monde extérieur devient notre prison de ce que notre intérieur reflète. Hein, c'est-à-dire qu'on crée dans notre extérieur ce que l'on est à l'intérieur de soi. Donc, tout le travail dont je vous parle au niveau de la création, c'est justement de se rendre compte à quelque part que nous-mêmes, si on est dans une position d'harmonie avec soi, on génère des émotions positives, des énergies évolutives, un sentiment quelque part qu'on est capable donc de reconnaître effectivement qu'on est en train d'amener un changement dans notre vie, dans lequel on est fier, dans lequel on est heureux, parce que justement, on sent qu'on est dans une position d'ouverture envers nous-mêmes. Et c'est là que ça devient fort, fort intéressant, parce que c'est là qu'on commence effectivement à se regarder dans un miroir, puis à pouvoir justement regarder ce miroir-là, puis se voir le changement prendre forme. Et ce changement-là, pour qu'il prenne forme, des fois, ça peut être même intéressant de faire comme si, hein, de se regarder dans un miroir et de s'amuser
à se dire, ben voilà, moi, je suis la nouvelle expression de Sylvain, immédiatement, devant le miroir. Donc, ça veut donc dire que je me comporte comme tel. C'est-à-dire que je vais me comporter, avoir une prestance, on va jouer un peu un rôle, mais ce rôle-là, finalement, va nous aider simplement à permettre l'incarnation de ce qui anime en nous le changement. Et on va chercher donc, évidemment, à avoir des phrases clés qu'on va pouvoir se répéter, par exemple. Ça peut être des choses comme ça. Et on va chercher à répéter des nouvelles habitudes aussi dans notre vie. C'est-à-dire qu'on va chercher à mettre en place des nouveaux comportements dans la matière. Donc, on a vu que l'étape précédente, on l'avait plutôt cherché à la visualiser et que dans cette étape-ci, on va plutôt chercher à la concrétiser dans le monde concret en brisant des habitudes qui étaient habituelles, qu'on vivait par routine, et de créer de nouvelles habitudes qui vont nous permettre justement de pouvoir créer de nouveaux réseaux de connexion neuronale, entre autres. Hein. C'est ça le changement qu'on va chercher à développer à ce moment-là. Bon, ben Yannick qui me dit que c'est tout à fait le processus qu'il vit depuis plusieurs mois. Ben bravo Yannick, bienvenue, tant mieux que ce soit le cas. Et puis évidemment, tant mieux à chacun. On est tous dans le même processus. Donc, moi, je vous dirais simplement que là, je donne des mots à quelque chose qu'on a tous à être attentif, je dirais, pour trouver quelque part un espace plus sain, je dirais, pour évoluer, pour s'accorder finalement qui on est, parce qu'on évolue tout le temps, on change tout le temps, et ça peut être intéressant de simplement se rendre compte que ces changements-là que l'on vit, ben, on peut les actualiser, on peut s'harmoniser à eux, et ça peut permettre donc tout doucement un changement de prendre forme d'une façon de plus en plus importante. Donc, il y a ensuite l'autre étape qui vient, c'est la cohérence. Alors, la cohérence, finalement, c'est cette capacité que moi j'ai de me connecter avec ce que moi j'appelle le champ quantique ou l'univers quantique, comme on veut l'appeler. Alors, ce champ quantique-là, qu'est-ce que c'est? C'est cette capacité que j'ai de me rendre compte que dans la vie que j'ai mon passé, j'ai mon histoire, j'ai ce que je connais de moi, qui fait que, parce que je connais qui je suis, ben demain, ça va ressembler à ce que j'ai été hier. Vous voyez, c'est un peu le concept. L'univers quantique nous ouvre la porte à autre chose que ça. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous ouvre la porte à l'idée que ce que moi, je crois que ma vie est, ben, peut être complètement différente parce que dans l'univers quantique, on n'est pas dans l'espace-temps, donc on n'est pas dans l'idée de la continuité de ce que j'ai été hier, mais on est dans l'idée quelque part de la possibilité d'être en accord complètement avec moi-même dans l'instant présent et dans l'immédiat. Donc, on a accès à l'instantanéité du changement. Alors, Bruce Lipton a d'ailleurs pris le temps d'écrire même un livre là-dessus, c'est qu'il met en évidence justement cette idée qu'il y a des êtres humains qui vont guérir d'une façon instantanée d'une maladie qu'on appelle des guérisons spontanées. Et ces guérisons spontanées, elles vont se faire dans quelles circonstances? Elles vont se faire justement au moment où un individu va faire un genre de changement de conscience. Il va comme reconnaître à quelque part qu'il avait été d'une certaine façon, depuis un certain laps de temps, dans une certaine définition de lui-même, et qu'à un moment donné, à travers justement souvent des méditations, il va y avoir comme une espèce de changement de conscience, c'est-à-dire comme une nouvelle identification de soi-même qui va faire qu'on va reconnaître finalement qu'on n'est plus l'ancienne version, mais qu'on est devenu cette nouvelle version-là. Et c'est là qu'on a pu observer des guérisons spontanées, tant dans la dimension physique, hein, des maladies à quelque part où les gens guérissent d'une façon soudaine. Évidemment, ça peut se faire d'une façon beaucoup plus progressive. Hein. Je ne veux pas vous faire croire qu'il faut absolument une guérison spontanée, mais il peut y avoir une guérison progressive aussi qui peut se faire d'un point de vue face à la maladie, qu'elle soit physique, énergétique, etc. Mais également, même au niveau de l'aspect psycho-émotionnel, il y a des transformations qui peuvent se vivre à travers cela. Et évidemment, les étapes que je vous parle, mais ça va dans cette direction-là, c'est-à-dire qu'on cultive finalement cette volonté d'amener un changement. Et dans la pratique de la pleine conscience intuitive, cette idée du univers quantique, c'est que quand on fait un travail intuitif, qu'est-ce qu'on découvre à un moment donné? C'est qu'il y a au fond de nous-mêmes de la lumière. Pour moi, cette lumière, c'est la lumière la plus pure, pourrait-on dire. La lumière la plus pure, c'est la lumière qui n'est pas colorée par nos programmations, nos limitations, nos croyances, ce qu'on a construit quelque part qui nous éloigne de l'essence fondamentale de qui nous sommes. Et quand on découvre quelque part cette fameuse expression de lumière plus pure, plus en accord avec nous-mêmes, c'est là qu'on commence à comprendre effectivement ce que ça veut dire l'univers quantique. Parce que l'univers quantique, lui, n'arrive pas avec une intention. Hein, il n'arrive pas à dire, ben moi, Sylvain, je voudrais que tu devines comme ça. Non, il arrive simplement à nous refléter quelque part qui on est dans notre essence fondamentale. Donc, il n'y a pas d'intention
il a simplement comme une reconnaissance de qui nous sommes. Et cette reconnaissance, quand on la touche nous-mêmes dans une démarche personnelle, ben on commence à constater quelque part qu'il y a comme une évidence à être qui on est. Ça devient une évidence. Et plus je la touche, cette évidence-là, plus elle devient naturelle. Moins je la touche, moins je la reconnais comme étant une évidence, moins je la reconnais comme étant essentielle pour moi, bien évidemment, plus je m'éloigne d'elle. Donc, vous comprendrez évidemment que tout le travail du changement, finalement, c'est de reconnaître que cet univers quantique-là, c'est un espace dans lequel je peux commencer à explorer d'autres avenues par rapport à qui je suis. Et tout ça en étant assis sur un fauteuil, pourrait-on dire. Hein? C'est-à-dire que l'avantage de ça, c'est que je n'ai pas à faire de changement dans la matière. Je peux reconnaître que dans cet univers quantique-là, il y a donc des potentiels évolutifs qui sont en moi. Et quand je reconnais un potentiel évolutif qui est le mien et que je m'attribue celui-là, bien évidemment, c'est là qu'on peut entraîner des changements importants de façon très rapide, très instantanée, comme je disais tout à l'heure, mais ça peut également se faire dans l'espace-temps. Il n'y a pas de problème. Et l'idée là-dedans, c'est de chercher à comprendre effectivement que dans cet univers quantique-là, on arrive à reconnaître effectivement l'essence fondamentale de qui nous sommes. Et dans la pratique intuitive, quand des gens viennent me voir dans une consultation, lorsqu'on commence une consultation, qu'est-ce que je vais voir de la personne? Je vais voir quelque part, finalement, ce que moi j'appelle le brouillard, c'est-à-dire de l'information qui n'est pas cohérente avec la personne. C'est-à-dire qu'il y a des perturbations, des déséquilibres, des conflits intérieurs qui sont chez elle, et plus la consultation va avancer, plus on va chercher justement à mettre en lumière la cohérence, c'est-à-dire de quelle façon que la personne peut être de plus en plus en harmonie avec elle-même, de plus en plus donc dans sa lumière et de plus en plus dans son essence et de plus en plus donc avec ce potentiel évolutif qui est en elle et qu'elle peut ou ne pas choisir, hein, parce que c'est ça qui est important à comprendre, c'est que cet univers quantique nous met en contact avec une lumière fondamentale de qui nous sommes. Mais cette lumière fondamentale de qui nous sommes, nous ne sommes pas obligés de l'incarner. Nous ne sommes pas obligés de l'incarner. On peut très bien, quelque part, se contenter de simplement rester prisonnier de ce qu'on a été et de rester dans cet état-là en se disant, ben moi, finalement, je me trouve pas si mal dans cet état-là, donc je reste dans cet état. J'ai pas envie de l'explorer quelque part, de remettre en question finalement ce que j'ai dans ma vie, parce que quelque part, je suis relativement bien dans cet état-là. Donc, c'est pas une nécessité. Mais on le sait bien, quelque part, qu'il y a des gens qui vont voir des psychologues toute leur vie parce qu'ils recherchent le bien-être et d'autres n'en iront en voir aucun dans leur vie. Alors, il y a toujours une question, évidemment, de trouver une expression, l'expression la plus juste, la plus saine pour chacun d'entre nous. Et dans ce sens-là, bien évidemment, l'idée de l'univers quantique, qu'est-ce que c'est finalement? Et quand on réfléchit à ça, c'est cette capacité que moi j'ai d'être en interaction avec ce que je vous ai déjà sans doute parlé dans d'autres conférences de l'univers superlumineux, c'est-à-dire un univers qui reflète à quelque part cette possibilité que moi j'ai en tant qu'être humain de me mettre en relation avec cette fameuse essence fondamentale dont je parlais tantôt, et que moi, finalement, par ma capacité donc de me relier à cet univers super lumineux-là, je peux commencer effectivement à me rendre compte que derrière tous les comportements que moi je connais de moi-même, qui sont reliés à mon histoire de vie, etc., se dissimule finalement une essence fondamentale. Cette essence fondamentale, c'est la pureté lumineuse qui va me mettre en contact justement avec ma vérité intérieure. Et tout ça, finalement, se fait à travers une démarche qui peut être spirituelle ou pas, hein, mais qui nous ramène donc à cette essence, cette connexion avec l'univers quantique, qui, elle, va nous donner l'opportunité de remettre en question donc toute notre structure génétique, toute notre structure cellulaire, toute notre organisation intérieure finalement, pour nous permettre justement de retrouver ce que moi j'appelle la négantropie. Hein. C'est un terme que j'ai déjà utilisé avec vous dans d'autres conférences, mais la négantropie, qu'est-ce que c'est? C'est un terme qu'on reconnaît beaucoup en médecine quantique. C'est cette idée qu'il n'y a pas d'usure. Quand il n'y a pas d'usure, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que moi, en tant qu'être humain, je dépense le moins d'énergie possible pour être en santé. À tous les niveaux, santé physique, énergétique, psycho-émotionnelle, spirituelle. À tous les niveaux, je dépense le moins d'énergie possible parce que je suis en cohérence avec moi. Je ne fais pas d'efforts. Je suis bien avec moi. Je ne suis pas en état de tension, de blocage, de complications. Je suis simplement en cohérence avec moi. Et c'est cet état de cohérence-là qu'on doit rechercher tous, puisque c'est ça qui va nous permettre justement de renouer contact avec un bien-être qui va favoriser donc une organisation optimale de notre santé, de notre psychologie émotionnelle, etc., etc., etc.
Lise qui me dit cela se produit souvent aussi en prenant de l'homéopathie, médecine, corps-esprit. C'est effectivement, en fin de compte, on peut retrouver ça beaucoup chez les guérisseurs, dans la guérison. Moi, j'ai déjà vu des gens, moi-même, j'avais soigné une personne qui avait des problèmes. Elle avait une canne, en fait, et elle est repartie en canne de la séance. Alors, évidemment, je le dis bien humblement, là, parce que c'était plus drôle qu'autre chose. Elle se demandait qu'est-ce qu'elle faisait là, et puis j'ai fait le soin, puis et après ça, elle a compris qu'elle était venue parce que justement, elle avait le sentiment, elle avait l'impression quelque part qu'elle avait cette capacité de pouvoir donc se libérer de sa canne, tout simplement. Et c'est ce qui s'est produit. Donc, vous voyez que on retrouve ça dans plein d'autres, on retrouve ça également dans plein d'autres médecine, hein. Je pense que l'homéopathie, on peut retrouver des cas comme ça. On peut retrouver des cas également avec l'effet placebo, qui n'est même pas de prendre un médicament, hein. L'effet placebo, c'est simplement la confiance qu'on peut avoir envers un soignant. Et on comprend évidemment que cette confiance qu'on peut avoir envers un soignant, elle est fondamentale. Et ça, c'est quelque chose qui est reconnu aujourd'hui, mais d'une façon qui est encore péjorative, parce qu'on a tendance à dire, ah, c'est seulement l'effet placebo. Ben oui, mais l'effet placebo, c'est merveilleux, c'est extraordinaire, c'est incroyable. Ça veut donc dire que nous, en tant qu'êtres humains, on a, par cette capacité de faire confiance, on a la capacité de se guérir à un pourcentage très élevé, hein, qui va varier au minimum à 35 à peu près d'efficacité. Donc, quel que soit le petit bonbon sucré que l'on prend, ça va avoir 35 d'efficacité sur un problème de santé qu'on va avoir. Donc, il y a quelque chose quand même de très, très fascinant là-dedans et qui nous met en évidence justement avec la machine, pourrait-on dire, quantique qui anime ce que nous sommes, hein. C'est-à-dire qu'on a vraiment une capacité d'amener des transformations très, très importantes. Puis évidemment, il y a plein de supports, comme l'homéopathie fait partie des supports, hein. On dit que l'homéopathie, ce sont des signaux électromagnétiques qu'on transmet au corps humain. Alors, c'est certain que toute forme de composantes peuvent être intéressantes, mais on doit comprendre aussi une chose, c'est qu'il y a des recherches qui ont démontré que, par exemple, la prière, hein, simplement prier envers une plante qui est à l'autre bout du monde, ben, cette plante-là qui bénéficiait de prière avait donc une croissance beaucoup supérieure à d'autres plantes qui ne bénéficiaient pas de ces prières-là. OK? Donc, ça veut dire que, indépendamment, là, on parle d'homéopathie, par exemple, dans ce cas-ci, mais on pourrait simplement dire, ben voilà, simplement par la pensée, par ma capacité à moi, en tant qu'être humain, d'avoir une pensée bienveillante envers moi-même, hein, c'est-à-dire que je puisse simplement déplacer ma conscience vers mon ventre, par exemple, ou vers mon genou, je ne sais quoi, que je puisse déjà, à quelque part, par le simple fait d'avoir une pensée de bienveillance et d'amour, de gratitude envers une région de mon corps, que je puisse donc effectivement changer la structure, la condition énergétique qui est associée à cette région de mon corps. Donc, on comprend ici que si on peut donc se libérer finalement, hein, on peut se libérer, j'allais dire, de tout ce qui s'appelle médicament, mais c'est pas tout à fait juste ce que je viens de dire. C'est simplement qu'on peut se libérer quelque part de ces croyances, par contre, qu'on a eu longtemps, de penser qu'il fallait tout le temps, se fier, par exemple, à la médecine classique ou à une médecine autre. On peut se réapproprier un certain pouvoir et on peut se réapproprier ce pouvoir-là et bénéficier donc de ces soins-là aussi. Donc, il n'y a pas de contradiction. Et je pense que si on apprend justement à reconnaître qu'on a un pouvoir, nous, en tant qu'être humain, de donner à notre corps tout ce dont il a besoin, bien, on est en train, effectivement, de se donner les conditions pour avoir l'effet placebo maximal et un potentiel de santé qu'on se donne au maximum. Et que, bien sûr, qu'on peut bénéficier de l'aide de médecine allopathique, médecine très naturelle, naturopathie, homéopathie ou je ne sais quoi, mais on doit reconnaître qu'on a un pouvoir. Puis ça, c'est très important, je pense, de se le réapproprier. Il y a Brigitte qui me dit, très intéressant, cela vaut-il dire que les traumas devenus inconscients peuvent se résorber en étant dans ce processus d'engagement, création, cohérence? Ben oui, je dirais que oui. Maintenant, ce que que je vais peut-être maintenant aborder avec vous ici, c'est concernant donc l'idée de la pratique de la pleine conscience intuitive par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui, pour arriver peut-être à mieux le situer, situer à quelque part cette pratique-là des étapes que je vous ai présentées précédemment. Donc, la première étape, c'était finalement donc l'engagement. Alors, l'engagement, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est quand on s'assoit par exemple et qu'on prend le temps de simplement faire une genre de méditation où on s'enracine, par exemple, on se met les deux pieds sur le sol et on ressent bien cette idée que l'énergie tellurique de la Terre va se propager
dans mes pieds, dans mes chevilles, dans mes mollets, dans mes genoux, dans mes cuisses et dans mes hanches. Et on pourrait ensuite refaire redescendre vers les pieds et créer un mouvement de va-et-vient comme ça, qui va faire qu'on va expérimenter justement un sentiment de présence dans nos jambes. Et ce sentiment de présence va nous permettre justement aussi de reconnaître à quelque part ce qui peut être présent dans l'expérience du plaisir, qui peut être présent en nous. On doit se rappeler qu'en faisant ce genre d'exercice-là, qu'est-ce que l'on fait? On favorise l'expression du système parasympathique, donc un mouvement de régénération. C'est un système nerveux qui nous permet de nous régénérer. On se relaxe, on relâche, et ça nous permet donc de recharger nos batteries. Donc ça, c'est un premier mouvement. Le deuxième mouvement, évidemment, c'est cette capacité de bénéficier du champ électromagnétique de la Terre qui va davantage se propager dans mes jambes, qui va davantage me rendre conscient de ce qui anime mon être. Cette conscience-là va m'amener aussi à travailler sur mon nerf vague. Si mon nerf vague a des tensions nerveuses et des tensions quelconques qui sont présentes, je risque évidemment de les faire remonter à ma conscience, qui va faire que je vais pouvoir justement devenir de plus en plus conscient de ce qui des perturbations ou des déséquilibres qui peuvent être présents dans mes jambes. Donc, vous voyez, ça, je dirais que dans la pratique de la pleine conscience intuitive, bien évidemment, simplement le fait de développer une attention dans les jambes, vont nous mettre en contact, évidemment, avec l'expérience du plaisir qui est associée à cela, va nous mettre en contact aussi peut-être avec des images, des sensations et des mots. C'est là que la pratique de la pleine conscience intuitive prend toute sa richesse, c'est-à-dire qu'on apprend à ce moment-là à communiquer avec ces perceptions-là pour être capable de comprendre le message que notre corps souhaite communiquer avec nous. Il y a un élément important qui s'appelle la déprogrammation de la mémoire cellulaire, qui est proposée dans la pratique de la pleine conscience intuitive, qui est vraiment importante parce qu'elle met bien en évidence cette idée que moi, en tant qu'être humain, je suis capable de générer un signal électromagnétique dans mon corps pour le soigner et dans l'immédiat. Par exemple, si je ressens de la peine dans mon genou, cette peine-là, je peux lui demander qu'est-ce que je peux faire pour l'aider, et la peine peut peut-être me faire part justement d'un désir d'avoir comme une énergie de protection qui se manifeste dans la région. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, en tant qu'être humain, en tant que guérisseur, en tant que soignant, qui se soigne, je peux générer cette énergie de protection ou cette énergie de sécurité ou de gratitude ou d'amour. Je peux générer une émotion, et cette émotion est donc de l'énergie électromagnétique que je crée à travers ce processus-là et que je vais ensuite transmettre, un peu comme à la façon de l'homéopathie ou autre. Je vais transmettre cette information-là vers mon genou. Et qu'est-ce qui va être important d'observer à ce moment-là? C'est que quand j'envoie ce signal électromagnétique dans mon genou, j'observe dans mon genou une transformation. Une transformation qui peut être très importante, comme elle peut être peu importante, mais l'important, c'est que mon corps est en état est en mesure de communiquer avec moi à ce moment-là et d'échanger avec moi. C'est-à-dire que moi, en lui donnant ce dont il a besoin, mon corps va se transformer. Et s'il se transforme, il va me transmettre de nouvelles informations, sous forme d'images, sensations et mots, qui vont me donner l'opportunité de comprendre que je suis en train de tendre la main à mon corps et je suis en train d'accompagner un processus de guérison dans mon propre corps. Donc, cette première étape d'engagement, elle va se faire à travers cette espèce de relation avec mes jambes dans laquelle je vais apprendre à davantage habiter mes jambes. Et parce que je vais habiter davantage mes jambes, je vais être davantage conscient de ce dont j'ai besoin pour justement faire les actions requises pour me sentir de plus en plus en état de paix et d'harmonie dans cette envie que j'ai d'avoir plus de plaisir dans ma propre vie. Ensuite, évidemment, la deuxième étape qui va venir, évidemment, c'est l'étape que j'ai appelée de projection. Alors, cette étape de projection, bien évidemment, c'est cette capacité que j'ai donc de faire monter l'énergie de mon bassin vers la région de mon cœur. Donc, vous voyez que c'est un deuxième mouvement qu'on peut explorer. Ce deuxième mouvement-là va me permettre justement de constater qu'il peut y avoir des tensions qui existent dans ces régions-là. Je vais chercher donc à créer un mouvement entre le bassin et le cœur qui soit le plus harmonieux possible pour justement prendre conscience qu'il peut y avoir donc des images, des sensations et des mots qui vont émerger en moi à ce moment-là. Ça peut être des émotions, ça peut être un tas de choses qui peuvent se manifester. Et évidemment, l'idée, encore une fois, c'est de chercher à m'harmoniser le plus possible pour être capable de reconnaître est-ce que je suis capable, moi, de m'accueillir, de m'aimer. Dans un contexte face à ma sécurité, face à mes besoins émotionnels, face à ce désir que j'ai de m'affirmer. Est-ce que je suis capable de me tendre les mains, puis de me prendre dans mes bras, puis de me dire que je m'aime d'une façon continue et constante à travers chacune de ces facettes-là qui sont en moi?
je suis capable de faire ça, ben, je suis en train d'explorer donc un processus d'amour avec moi. Donc, on ne parle pas ici simplement d'étapes théoriques, hein, vous l'avez compris, on parle également d'expériences qui nous amènent à constater que j'ai beau, moi, dire que je m'aime, si j'expérimente cet exercice-là et je constate que j'ai plein de tensions qui se manifestent, puis plein de congestion, mais ça veut peut-être dire que mon corps est en train de me dire, mais Sylvain, peut-être que tu ne t'aimes pas correctement ou tu ne t'aimes pas de la bonne façon. Il faudrait peut-être que tu ailles voir, effectivement, qu'est-ce qui anime ton corps pour comprendre que c'est pas juste dans ma tête que ça se passe l'amour, c'est pas juste dans mon cœur, ça se passe également dans mes tripes, ça se passe dans mon ventre, ça se passe dans mon bassin, ça se passe dans toutes les cellules de mon être. Donc, l'expérience de l'amour, ça se fait pas juste dans la tête, ça se fait dans l'ensemble de notre corps en acceptant ce que notre corps souhaite nous communiquer. Et c'est là que ça peut être intéressant de porter attention à cet aspect-là par rapport donc à la deuxième étape finalement, donc je vous parlais qui est de la projection. Alors évidemment, la projection, c'est que logiquement, quand on travaille justement à favoriser ce mouvement-là dont je vous parlais entre le bassin et le cœur, il est fort probable qu'au niveau du cœur, au moment où on arrive à constater qu'on ait des images, des sensations et des mots qui nous reflètent un état d'équilibre plus important en soi, et cet état d'équilibre soit traduit en image pour nous comme un comportement. Ah, mais Sylvain, quand je suis plus en harmonie avec moi, mais Sylvain ressemble à ça. Ah, ça veut donc dire que je suis en train de découvrir une nouvelle version de Sylvain qui est plus en harmonie avec elle-même, parce que c'est ça que j'ai à atteindre. C'est ça que j'ai à conquérir, à atteindre, à acquérir pour être capable de me sentir plus en paix et en harmonie avec moi. Donc, vous voyez, c'est un peu comme ça qu'on va procéder pour cheminer dans le processus qui nous permettra donc d'acquérir donc cette deuxième étape qui était donc, excusez-moi, qui était donc non pas l'engagement, mais voyons, excusez-moi, la projection. Voilà. Donc, alors évidemment, ce processus-là, bien évidemment, quand je vais commencer à connecter avec cette nouvelle expression de moi-même, bien, je vais pouvoir évidemment la programmer, la visualiser d'une façon très régulière, très répétitive, justement, dans mon esprit pour nourrir, à quelque part dans mon intérieur, le plaisir que j'ai d'être dans cet état-là, d'être ça. Puis plus je vais faire ça, mais plus, évidemment, ça va m'amener tout doucement vers la troisième étape de création qui va m'amener à me dire, bien, j'ai envie d'incarner ce comportement-là dans ma vie aussi. Donc, j'ai envie de faire des actions concrètes qui vont se faire dans la matière et qui vont indiquer le changement. C'est-à-dire que les gens vont me regarder et dire, oh, Sylvain, tu n'es plus le même, tu n'agis pas de la même façon que d'habitude. C'est pas comme d'habitude, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est là qu'on va pouvoir nous aussi dire à ces gens-là, bien, effectivement, j'ai pris décision, j'ai pris conscience à quelque part de comportements qui ne me convenaient plus et dorénavant, je vais me comporter dorénavant d'une autre façon. Donc, les gens vont dire, ah, OK, wow, tu as fait des changements dans ta vie. Donc, et c'est ça, quelque part, hein, qu'on doit tous apprendre à faire, c'est de reconnaître qu'il y a des choses qui vont, puis il y a des choses qui ne vont pas. Et quand ça ne va pas, on se dit, mais finalement, ça serait peut-être une bonne idée de se donner permission de faire des changements pour que, effectivement, on fasse des choses qui nous conviennent davantage dans notre vie. Et c'est ça un petit peu que cette étape-là de la création nous propose de faire, qui, elle, va être finalement de reconnaître que de mon cœur, je crée un mouvement vers la tête et de ma tête, je crée un mouvement vers mon cœur. C'est ça va créer quoi? Ça va créer un état de cohérence cardiaque. Alors, il y a plusieurs façons de faire un état de cohérence cardiaque. La respiration en est un, mais simplement faire ce mouvement dont je viens de vous décrire pourrait être aussi une expérimentation qui amènerait cet état de cohérence cardiaque-là également. Si on le fait avec la respiration, ça sera sans doute encore plus efficace, plus facile à mettre en place. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, le mouvement cœur-tête? C'est que ça nous met en contact, justement, avec l'idée que moi, en tant qu'être humain, quand je me suis accueilli, que je me suis aimé, ben, ça veut donc dire que parce que je m'aime, ben, j'ai des émotions favorables à qu'est-ce que je suis, à l'expression la plus juste de qui je suis. Donc, ça veut donc dire que je vais pouvoir ensuite émettre des émotions positives hein, qui vont être en harmonie avec cette nouvelle expression de moi-même vers ma tête. Et si je fais ça, ben, ma tête, ben, quelque part, ben, va commencer à accueillir à quelque part l'idée que je puisse effectivement être cette personne-là. C'est-à-dire que je puisse reconnaître que ah, ben, Sylvain, il s'affirme plus de telle façon, ben, j'ai envie, moi, de lui donner la permission d'exister ce Sylvain-là. Et c'est là, évidemment, qu'on va chercher donc à mettre en application dans le monde terrestre cette nouvelle définition de soi-même. Mais encore là, ça peut se faire, évidemment, à travers l'expérience que je viens de vous décrire, qui nous aide justement à favoriser le changement. Puis évidemment, ça veut donc dire qu'il y a une déclaration qu'on va devoir se faire à soi-même. Hein, on va se dire, ben, oyez, hein, j'ai pris conscience, moi, Sylvain Bélanger, que depuis 7 ans, je me comportais d'une certaine façon. J'en suis totalement responsable, j'en prends la totale responsabilité, mais aujourd'hui, je prends conscience que ça ne me convient plus pour les raisons suivantes.
et dorénavant, je vais me comporter autrement, qui est la nouvelle façon de me comporter. Alors, comprenez que cette déclaration-là, on peut la faire en soi-même, mais on pourrait aussi la faire envers d'autres êtres humains. C'est-à-dire qu'on pourrait dire à des gens, bien, OK, je vous ai réunis aujourd'hui pour vous faire part d'un changement que je dois faire aujourd'hui dans ma vie. Et ce qui est important de comprendre ici, c'est que quand on dit que je vais faire un changement, je ne suis pas en train de faire un changement contre quelqu'un. Je ne suis pas en train de faire un changement à cause de quelqu'un. Je suis en train de faire un changement parce que moi, j'ai décidé de prendre soin de moi, de m'aimer, et que l'amour de moi-même implique que certains comportements que j'avais, qui n'étaient pas adéquats, mais dont je suis responsable, hein, c'est très important, ben moi, en fin de compte, j'ai envie de me dire, je n'ai plus envie de savoir ce genre de comportement-là. J'ai envie maintenant de m'aimer. J'ai compris l'expérience que j'ai vécue à travers ces années-là dans mon passé. J'ai donc de la gratitude d'avoir vécu ces expériences de vie-là, mais aujourd'hui, j'ai envie d'autre chose. Et cette autre chose-là, mais voici les nouveaux comportements que je vais mettre en application. Donc, vous voyez que tout ça, finalement, c'est un processus qui ne va peut-être pas se faire du jour au lendemain, tout ce qu'on voit aujourd'hui. Mais c'est un processus qui nous met en contact avec l'idée que l'être humain que je suis est en train, donc, d'accéder à une nouvelle définition de lui-même, à une nouvelle expression de lui-même. Et ça, je pense que ça peut être vraiment intéressant de chercher, donc, à s'accompagner dans une démarche comme celle-là. Puis évidemment, l'idée de la cohérence, bien évidemment, la cohérence, à quelque part, c'est l'objectif ultime, à quelque part, où on cherche, nous, à favoriser, donc, cette idée qu'on a accès à plein de possibles. Hein, l'univers quantique, c'est ça. Alors, quand on est conscient qu'on a accès à plein de possibles, ça veut donc dire que dans une démarche intuitive, on reconnaît quelque part que l'être qui nous anime, ben, il est animé, inhibé peut-être aussi par des croyances, des limitations, des mémoires répétitives, etc., des expériences émotionnelles répétitives. Et que plus je vais apprendre justement à être capable de m'accueillir, de m'accepter et de commencer à voyager dans l'univers quantique, mais plus je vais commencer à découvrir que je suis effectivement un être qui a donc une expression du même qui est en train de se transformer, de se transformer d'une façon de plus en plus profonde. Et cette transformation ben, va finalement m'encourager à actualiser le nouveau comportement que j'ai mis en place. C'est-à-dire que si je suis en train de briser des habitudes et que moi, je reconnais de plus en plus les possibilités de qui je suis vraiment, ben, je vais être de plus en plus nourri par cette reconnaissance-là pour amener les changements de plus en plus importants dans ma vie, et ainsi de suite. Alors, vous voyez, c'est ça un peu tout le sens de l'expérience. Et c'est là que la pleine conscience intuitive, bien évidemment, à travers ce jeu de l'univers quantique, bien évidemment, l'univers quantique, qu'est-ce que c'est? C'est cette capacité que moi j'ai de reconnaître que ma conscience, elle n'est pas limitée à mon corps physique. Elle est capable donc de voyager dans l'univers quantique. Et cet univers quantique me donne l'opportunité de constater que j'ai d'autres voies possibles que celles que je connais. Ces autres voies possibles, bien, plus j'apprends à faire de la pleine conscience intuitive ou une démarche intuitive, plus j'apprends à reconnaître qu'il y a des potentiels évolutifs qui sont en moi que je n'avais peut-être pas entrevus jusqu'à maintenant parce que j'étais trop limité dans ma propre histoire de vie, dans ma propre expérience de vie. Et que l'univers quantique, c'est cette capacité que j'ai d'élargir mon champ de conscience pour être capable de découvrir effectivement que dans l'intérieur de moi-même, il y a quelque chose de plus vrai, de plus lumineux, je dirais, qu'on apprend simplement à accueillir, à reconnaître d'une façon de plus en plus importante. Et c'est ça qui va permettre de faire l'émergence de la transformation et du changement que l'on souhaite incarner dans notre vie. Alors, c'est un petit peu ce que j'avais envie de vous transmettre. Je ne sais pas si vous auriez des questions concernant tout ce que je vous ai dit. Et si vous avez des commentaires, choses comme ça, évidemment, prenez le temps de me faire savoir. Ça va me faire plaisir. Merci beaucoup, Sylvain, pour cette excellente présentation. Comment faire pour éventuellement vous contacter à ce sujet? Bon, ben, on peut contacter soit par Vox Populi ou par moi-même. Vous pouvez communiquer directement avec moi et puis vous me dites ce que vous recherchez. Je pourrais répondre à vos questions. Il n'y a pas de problème à ce sujet-là. Donc, Brigitte m'avait posé une question qui était assez importante. Cela veut-il dire que les traumas de devenir inconscients peuvent se résorber en étant dans ce processus d'engagement, création, cohérence? Mais je dirais que tous les traumas, quels qu'ils soient, peuvent effectivement se résorber dans la mesure où on apprend justement à entreprendre cet engagement envers nous-mêmes, cet engagement envers nous-mêmes, où on apprend donc à être de plus en plus conscient
que nous sommes lumière et que cette lumière-là, quelque part, on a envie de la déployer de la façon la plus naturelle possible en se libérant de tout ce qui a pu nous inhiber. Alors, tout ça, c'est un engagement, évidemment, qui se ferait, comme je disais tantôt, il y a des moments où il y a des gens qui vont arriver à des résultats spontanés comme ça, mais d'une façon générale, les gens vont arriver à atteindre des résultats comme ça à travers un espace-temps, donc une attention qui va faire des résultats plus faciles de cette façon-là. Robert qui me demande, pourrais-tu, s'il vous plaît, résumer les 3 mouvements? Donc, les trois mouvements, attention, de quoi s'agit-il, Robert? Je ne sais pas de quoi, les 3 mouvements, tu parles sans doute des 4 étapes pour le processus. OK, il y en a 4 en fait, hein? C'est pour ça que j'avais un doute. Donc, la première, c'est l'engagement. Donc, l'engagement, évidemment, comme je disais tout à l'heure, c'est cette volonté qu'on a tous de se dire, bien, un engagement, ça implique quoi? Ça implique une motivation. C'est-à-dire qu'au début, moi, je vais être motivé à vouloir entreprendre un changement dans ma vie. Ce changement-là me ramène à quoi? Mais me ramène à qu'est-ce qui fait que j'ai envie de faire un changement? C'est que je ne suis peut-être pas heureux comme je le souhaiterais. Donc, j'ai envie de retrouver le plaisir de vivre, le plaisir d'exister, le plaisir, quelque part, de prendre soin de moi. Donc, c'est la première étape, c'est vraiment cette notion d'engagement qui va être la première étape. Puis évidemment, l'étape numéro 1, c'est le jambe-bassin qui évidemment va être l'expérimentation qu'on pourrait faire de cette étape-là, c'est de développer une conscience jambe-bassin pour nous aider dans cette direction-là. La deuxième étape, la projection. Ben, la projection, finalement, c'est cette capacité que moi j'ai de reconnaître évidemment ma relation entre le bassin et mon cœur, et c'est cette capacité que j'ai de m'accueillir tel que je suis, avec toutes les différences que je peux avoir en tant qu'être humain. Et on sait que la société elle a tendance à formater l'être humain. Hein, c'est-à-dire que dans une société, on doit se comporter d'une certaine façon. Si on ne se comporte pas d'une certaine façon, on n'est donc pas tout à fait dans les normes. Donc, on est différent. Et si on est différent, on a un risque d'être pointé du doigt en se faisant dire tu es différent. Et si tu es différent, mais tu n'es pas correct en général parce qu'il faut être un peu comme tout le monde. Alors, vous voyez que c'est pour ça que le processus de cette étape-là est importante parce que ça veut donc dire est-ce que je suis capable, moi, de m'aimer au risque d'être pointé du doigt par mon entourage? Moi, je vous dirais que ça vaut la peine, certainement, de s'aimer, même si cette étape-là peut venir de se faire pointer du doigt. Parce que je pense que dans une position où on a envie de se choisir, on a envie d'avoir des relations qui vont également être plus matures, où les gens vont être capables de nous accueillir tel que l'on est. C'est-à-dire que si on a des gens qui nous empêchent d'exister, ben, vous comprendrez on est mal barré. On n'a pas à se retrouver dans un milieu de gens qui nous empêchent d'exister. Si on est avec un milieu comme ça, ben, on doit se poser la question, qu'est-ce que moi j'ai à faire dans ce milieu-là? Hein? Si c'est un milieu quelque part qui m'empêche d'exister, je dois me protéger. Et ça mène évidemment aussi cette notion de l'épigénétique, hein? C'est-à-dire qu'on a bien reconnu que les gènes peuvent se transformer par un milieu intérieur. Le milieu intérieur, c'est-à-dire moi qui se transforme et qui vont faire que mes gènes vont se réorganiser différemment. Et évidemment, par rapport à l'entourage, l'extérieur. L'extérieur, c'est quoi? C'est l'alimentation, c'est plein de choses, mais aussi les relations que j'ai. Donc, je dois comprendre que j'ai à reconnaître le changement en moi dans mon monde intérieur et je dois ensuite l'incarner dans mon monde extérieur. Donc, si j'ai des relations qui sont perturbatrices, qui m'empêchent de progresser, d'évoluer, ben, je dois me protéger de ce milieu-là pour accéder à des milieux qui vont plus correspondre à ce dont j'ai besoin pour être pleinement épanoui. C'est un peu ça la deuxième, donc cette deuxième étape de projection. Qui va donc être favorisée par ce travail, donc de travailler sur les 3 chakras de base qui vont nous amener vers la région du cœur. Ensuite de ça, il y a donc la création qui va finalement correspondre beaucoup au mouvement cœur-tête, en fin de compte, et qui nous ramène vers la cohérence cardiaque dans l'idée, justement, que dans un état d'acceptation et d'amour de soi, bien évidemment, je dégage de l'émotion favorable, positive, évolutive, cohérente vers mon cerveau, et que dans cet état-là, bien évidemment, je peux favoriser, donc, dire aux gens, ben voilà, j'ai changé parce que j'incarne vraiment le changement de qui je suis. Donc, je pense que c'est déjà donc une étape importante qui va se faire donc à travers la cohérence cardiaque, donc cœur-tête, comme le mouvement comme ceci, mais on sait qu'on peut atteindre la cohérence cardiaque par des respirations, comme inspire 3 secondes, expire 6 secondes, qui est une façon, ou encore une fois, par simplement la respiration dans le cœur, qui peut être une autre façon
d'être fait. Alors, évidemment, tout ça, ce sont des techniques qui existent déjà. La pleine conscience intuitive, bien évidemment, ça consiste à jouer dans ces univers-là, mais en développant donc la capacité de décoder, de déprogrammer, de soigner. Ensuite de ça, après donc cette étape-là de création qui était donc reliée donc, au mouvement cœur-tête, il y a l'étape donc de cohérence qui, elle, va davantage nous mettre en relation avec moi et l'univers superlumineux, c'est-à-dire cet univers quantique dans lequel j'apprends justement à constater quelque part qu'il est possible de voyager dans cet univers-là pour accéder à des possibilités ou des probabilités quelque part que je n'avais pas envisagées. On sait que le cerveau quantique tel qu'il est défini, on l'envisage comme ceci, c'est-à-dire qu'on reconnaît que dans notre champ de lumière, il y a un ensemble de possibilités qui se retrouvent là, qui correspond à toutes les possibilités qui peuvent être imaginées, qui sont imaginables. Toutes les possibilités sont là, qu'elles soient associées à notre histoire passée, qu'elles soient associées à des potentiels futurs qu'on n'atteindra jamais, tout est là. Donc, vous comprendrez ici que moi, en tant qu'être humain, si je suis complètement figé dans mon histoire passée, ben, je n'ai pas accès à plein de possibilités qui sont dans mon être parce que je me suis fermé à ces possibilités-là en n'y croyant pas, en ne croyant pas qu'il est possible que je puisse évoluer, progresser, cheminer comme je le souhaiterais. Donc, vous voyez ici que c'est là que la cohérence, finalement, c'est cette capacité que j'ai d'être de plus en plus cohérent avec le changement quantique que je reconnais en moi comme étant l'expression, la voie, le chemin que je souhaite acquérir. Et c'est là, évidemment, qu'on peut donc favoriser donc, des changements de plus en plus profonds à l'intérieur de l'être que nous sommes. Et c'est là, évidemment, que c'est là qu'on peut constater qu'il peut y avoir des changements très spontanés qui peuvent se produire dans ces espaces-là, qu'on se connecte avec cet espace quantique-là. Mais comme je disais tantôt, ben, l'espace quantique nous donne accès à une nouvelle vision de nous-mêmes. Cette nouvelle vision de nous-mêmes, plus je la nourris, mais plus je risque évidemment de me retrouver dans une organisation énergétique de plus en plus évoluée de mon être. Et parce que je suis de plus en plus évolué, je suis de moins en moins tendance à renouer contact avec mon passé ou à renouer contact avec des dynamiques du passé parce que je me sens de moins en moins appelé à raisonner avec ça. Donc, vous voyez, c'est un peu donc l'étape qui était la dernière, qui était l'étape de la cohérence, qui nous ramène donc à l'idée de la pleine conscience intuitive, puisque dans la pratique de la pleine conscience intuitive, l'objectif, c'est de travailler dans une position de verticalité, c'est-à-dire de renouer contact avec cette forme de zone de lumière, hein, la lumière pure, dans laquelle je retrouve mon essence. Et c'est ça un peu qu'on retrouve dans beaucoup de pratiques, de toute façon, quand on y pense. La connaissance de soi repose sur l'idée que j'apprends à me découvrir pour quelle raison? Mais pour accéder à qui je suis vraiment, tout simplement. Parce que tout ce que je suis, c'est une conséquence de certaines sommes d'expériences que j'ai vécues dans ma vie. Donc, pour être capable d'arriver à comprendre ces expériences-là, ben, j'apprends tout doucement à enlever les couches de ces expériences-là pour renouer contact avec la lumière fondamentale de l'être que je suis. Donc, c'est un peu le sens de cela. Alors, vous savez sans doute, donc, je vais peut-être revenir aux questions, peut-être. Y a-t-il des personnes formées à votre méthode en Belgique? Oui, je pourrais t'en donner. Si tu peux communiquer avec moi, je pourrais peut-être donner. Il n'y a personne qui a été formé dans la formation complète en Belgique, mais des gens qui ont suivi des enseignements. Donc voilà, ça pourrait être une option si tu es intéressé. Communique avec moi. Léandre qui me dit se formater selon un processus décidé par notre intellect ou encore nos passions, est-ce que cela nous permet de devenir le véritable être humain que notre âme est censée nous guider au travers des expériences de la vie, du développement de l'amour? Tu vois, je ne comprends pas la question parce que se formater sur un processus décidé par notre intellect ou encore nos passions, ce n'est pas du tout ce dont j'ai parlé aujourd'hui. Moi, ce que j'ai parlé davantage, c'est cette capacité que moi j'ai de reconnaître que mon corps est animé par des informations qui peuvent m'empêcher d'atteindre mon cheminement évolutif et évidemment l'idée de voyager en moi, d'apprendre à reconnecter avec mes jambes, reconnecter avec ma zone du bassin jusqu'à mon cœur, et ainsi de suite. C'est tout un processus qui ne se fait pas à travers mon intellect ou encore mes passions. Ça se fait à travers une expérience justement intuitive, une expérience sensitive, dans laquelle j'apprends à reconnaître que plus j'interagis avec mon corps, plus mon corps me montre finalement les blessures potentielles qui sont en lui, et j'apprends donc à les soigner. Et à travers ce soin-là, ben, je vais faire émerger des expressions de mon être qui vont me rapprocher de plus en plus de l'essence fondamentale de qui je suis. Donc, je ne comprends pas très bien ta question, Léandre, parce qu'évidemment, je croyais avoir présenté les choses, donc c'est peut-être pas clair pour d'autres, je ne sais pas. Si c'est pas clair, mais faites-le moi savoir. Je pourrais clarifier les choses à ce sujet-là, mais
C'est ça un peu que je dirais. Maintenant, l'idée de l'âme, hein, qui est censée nous guider au travers des expériences de la vie, du développement de l'amour, c'est, je vais dire ça d'une façon caricaturale, c'est de la foutaise. Quand on dit que notre âme est censée nous guider au travers de l'expérience de la vie et du développement de l'amour, c'est vrai et c'est faux à la fois. Pour la simple raison que si moi j'attends que l'âme me donne le chemin à suivre, je risque à quelque part d'attendre longtemps. C'est pour ça que c'est si difficile finalement de se connecter justement avec ce chemin-là, parce que quelque part, on doit apprendre dans un premier temps à reconnaître qui nous sommes. C'est le seul moyen pour nous d'arriver à trouver cette essence, ce lien d'âme, pourrait-on dire, que l'on aurait avec notre âme, hein. C'est-à-dire qu'on reconnaît quelque part quand dans nous, il y a une forme d'amour qui est là. Et cet amour, quand on se le relie à elle, mais c'est elle qui va nous porter finalement pour accéder justement à cette expérience-là. Donc, on doit d'abord et avant tout renouer contact avec cette expérience de l'amour envers soi-même pour être capable de cheminer dans cette direction-là. On dit, je crois qu'on dit un peu la même chose en fait, parce que si on prend conscience de certaines choses, ces choses, elles sont manipulées. C'est très subtil, hein, à mon avis. C'est manipulé par notre connaissance, par notre intellect, par nos expériences. Et c'est difficile de vraiment suivre ce que dit notre inconscience ou notre âme, comme on veut l'appeler. Hein, voilà, à mon avis. Mais je comprends tout à fait. On est plus ou moins sur le même chemin, mais peut-être avec des mots différents. Ben, en fin de compte, ce que je dirais par rapport à ça, en fin de compte, c'est simplement l'idée que la démarche intuitive, c'est une démarche justement qui repose justement sur un processus intérieur. C'est-à-dire que moi, j'apprends à découvrir à l'intérieur de moi que mon corps me parle pas avec ma tête, il me parle pas avec des raisonnements intellectuels, il me parle avec l'expérience intérieure qui est en moi. Cette expérience intérieure, justement, quand j'apprends à découvrir qu'elle existe, et elle prend de l'espace en moi, elle devient de plus en plus importante, elle devient tellement grande qu'elle devient finalement ma raison d'être, ma raison de vivre. Et c'est là, évidemment, qu'on va déplacer, qu'on a accès à l'aspect quantique, justement. La connexion de l'univers quantique, c'est pas quelque chose d'intellectuel. C'est pas quelque chose même d'émotionnel. C'est très subtil. Mais c'est là qu'on parle de l'intuition. C'est pour ça que la démarche intuitive, moi, je dis souvent aux gens, développez la foi. La foi, qu'est-ce que c'est? La foi, c'est cette expérience où j'ai reconnu que l'intuition avait une vérité. Elle n'a peut-être pas toutes les vérités. Elle a une vérité que je ne peux pas remettre en question. Par exemple, moi, ça fait quand même plus de 30 ans que je fais des lectures intuitives auprès de plein de monde, que je fais le travail sur moi là-dessus. Je peux pas dire que je peux être, très franc. Je vais pas dire je peux faire 100% confiance à cette démarche intuitive-là. Mais je peux y faire confiance à un fort pourcentage. Et ce fort pourcentage-là fait que des gens viennent me voir parce que justement, ils ont confiance en ce que je suis capable de percevoir en eux. Donc, il y a une forme de vérité qui est là-dedans. Et cette vérité-là, justement, c'est là qu'on dépasse le doute. Et pour moi, quand on parle de subtil, ben, ça veut donc dire quelque part que c'est pas assez dense. Et cette densité-là, quelque part, ça se fait à travers l'expérience. Et les étapes aujourd'hui n'avaient pas pour objectif, donc évidemment, de parler de l'intuition comme telle, hein, mais c'est une démarche, évidemment, qui nous approche vers l'intuition, qui nous amène vers le langage intuitif. Qui est intéressant de savoir que de plus en plus les recherches russes ont été faites à ce sujet-là, qui mettent en évidence que l'ADN a une façon de communiquer avec les autres cellules et tout ça, d'une façon très similaire au concept du langage humain. Et qu'on peut même envisager que les cellules étaient d'abord et avant tout que l'être humain a appris à communiquer, mais en tenant compte justement de la façon que les cellules fonctionnent. C'est-à-dire qu'inconsciemment, on est simplement une expression de nos cellules. Alors, c'est intéressant de comprendre, ce qu'ils ont observé aussi là-dedans, c'est qu'ils ont constaté que les mots avaient une incidence sur les cellules. Donc, tout ça, finalement, pour dire que toute la démarche intuitive, justement, c'est une façon de communiquer avec les cellules, de communiquer avec l'interaction qui existe entre ce que les cellules émettent comme lumière et ce que moi, je peux recevoir face à moi-même ou face à une autre personne. Et c'est tout ça, finalement, on doit comprendre qu'on est des machines qu'on ne connaît pas et qui ont beaucoup plus de possibilités que ce qui existe présentement et que c'est ça qui est excitant présentement. C'est-à-dire qu'on donne beaucoup de valeur à plein de choses qui existaient d'une façon qui était beaucoup ésotérique, beaucoup figée dans un truc un peu péjoratif, et on commence à se rendre compte que beaucoup de savoir de ces écoles ésotériques et spirituelles avaient donc raison, et qu'aujourd'hui, on est simplement en train de constater que la science donne raison à ces éléments-là. Donc, ça mérite certainement de donner de l'espace
à l'expérience. Parce que, évidemment, l'aspect théorique est une chose qui est très facile. Hein. Quand on parle de chakra, quand on parle d'intuition, quand on parle de. On peut faire des concepts, les concepts de l'âme, on peut donner toutes sortes de termes comme ça. Et ces termes-là, quelque part, n'ont aucune valeur si elles ne sont pas supportées par l'expérience. Et c'est pour ça que quand on envisage pour l'année 2023 de changer quelque chose, ben, on pourrait se dire, ah, ben, ce serait bien de changer quelque chose en 2023. Hein, c'est un concept. Ah, ben oui, ce serait plaisant. C'est l'année qui vient. C'est les vœux, on doit se donner des promesses, etc., des engagements. Et ça, c'est très sympathique et tout ça. Tout le monde se dit, ah oui, ben oui, on va se faire des vœux. Ça reste très abstrait et très peu organisé. Donc, ce que j'avais envie de faire avec vous aujourd'hui, mais c'était peut-être donner une petite structure, une petite logique un peu à tout ça. Alors, vous en ferez ce que vous en voulez, bien sûr, parce qu'évidemment, l'intention, c'était juste de partager quelque chose, mais je pense que globalement, ce qu'on doit comprendre de tout ça, c'est qu'on est tous des êtres humains, on est tous des êtres de lumière, puis on est tous dans une volonté, j'espère, pour chacun d'entre nous d'être de plus en plus heureux. Et ce bonheur-là, quelque part, ben, il peut se faire à travers diverses façons d'exister. Bien sûr. Moi, ce que je pense qui est important, c'est de renouer contact avec le plaisir, renouer contact avec l'amour de soi, renouer contact avec cette envie, justement, d'être de plus en plus en accord avec des émotions nobles, des émotions positives, évolutives, ben, ça nous amène inévitablement vers cette mutation quantique, c'est-à-dire cette transformation de l'être que nous sommes pour atteindre une expression plus juste de soi. Et je pense que c'est ça qu'on peut se promettre pour 2023. Du moins, moi, je me le promets, je vous le promets aussi. Je vous le promets peut-être pas, mais comment dire, je vous le souhaite, voilà. Je vous souhaite que ça puisse être présent dans votre vie, parce que je pense que c'est tous quelque chose qu'on a tous envie d'avoir. Donc, je pense que je ne me trompe pas en vous souhaitant cela et je me souhaite bien évidemment à moi-même également. Il y a peut-être une autre question. Savez-vous comment peut-on développer et améliorer la conscience de soi à travers du ventre? Merci par avance. Mais tu vois, encore là, on tombe dans le piège finalement à partir du ventre. À partir de ceci, à partir de cela. C'est un peu comme quand on dit on a un problème du foie. Ah, mais il faut aller voir le foie. Si on a un problème du genou, il faut aller voir le genou. On tombe un peu dans cette espèce de piège à quelque part. Quand on aborde l'aspect intuitif, on comprend bien quelque part que ce qu'on appelle le ventre, ben, le ventre, finalement, c'est quoi? Ben, on a le nerf vague qui nous relie au ventre. On doit savoir qu'il y a plein de bactéries dans le ventre, plein de bactéries. Il y a plus de bactéries dans le ventre que de cellules dans le corps humain. C'est quelque chose qu'il faut savoir. Hein? Donc, on peut comprendre à quelque part que quand on commence à aborder tout cet univers-là, on découvre à quelque part un univers qui nous dépasse complètement. Et ça, c'est pas moi qui le dis, même les chercheurs, tous sont tous très étonnés de découvrir des choses comme ça. Donc, il y a vraiment une transformation se fait dans la science par rapport à l'être humain qui nous rend plus petits dans notre compréhension de l'être humain et que quand on veut aborder la conscience de soi, qu'on le fasse à partir du ventre, qu'on le fasse à partir de n'importe quoi, la démarche est la même pour moi. C'est-à-dire qu'on doit développer le langage intuitif. Le langage intuitif, de quelle façon qu'il se fait? C'est pas par l'intellect, c'est par cette capacité que j'ai de descendre dans mon corps et de voyager en direction de celui-ci pour me découvrir que mon corps souhaite communiquer avec moi. Il souhaite communiquer avec moi, pourquoi? Mais parce qu'effectivement, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est le corps humain qui est comme ça. Il y a des images, des sensations et des mots quand on voyage à l'intérieur de celui-ci et on constate qu'il y a un langage qui prend forme. Et ce langage-là, bien évidemment, on peut avoir des actions de soins, de guérison dessus et ça permet donc des transformations et des mutations à se faire. Et on constate grâce à la science et aux découvertes récentes que ça entraîne des transformations au niveau du cerveau, ça entraîne des transformations au niveau des gènes, ça amène des potentiels de santé à prendre forme. C'est toutes des choses que c'est pas moi qui ai inventé, c'est la science qui est en train de le reconnaître de plus en plus fortement. Donc, je pense que c'est quelque chose de vraiment excitant d'envisager quelque part de faire des petits voyages comme ceux-là pour simplement se rapprocher de soi et d'être davantage connecté avec l'intelligence qui anime l'être que nous sommes. Parce que cette intelligence qui est en soi, mais il faut se le rappeler, si elle est en soi, ben, elle est en chacun d'entre nous. Ça veut donc dire quelque part qu'on a donc quelque chose de plus grand que soi qui nous unit tous. Et ce plus grand que soi, c'est ce qui fait qu'on est en mesure d'envisager qu'un monde meilleur peut venir. Ainsi, chacun d'entre nous, apprenons à nous aimer un peu plus, ben, ça va nous amener donc à cette idée qu'on peut amener un changement de plus en plus profond à l'intérieur de chacun de nous à ce niveau-là. Donc, Brigitte qui me dit, super intention, merci pour ce partage, c'est généreux, je vous souhaite aussi le meilleur pour vous. Bon, je vous laisse définir, bon, merci. Bien en vous, en tout cas, beaucoup de beauté de votre chemin, celui de vos proches. Merci beaucoup, Brigitte. Un petit peu de pratique, Karine qui me dit, ben oui, la pratique, bien évidemment, ça va venir, c'est pas prévu pour la conférence d'aujourd'hui, puisqu'on a pas mal dépassé,
on est pas mal dans notre temps, il ne reste que quelques minutes seulement, donc on ne pourra pas aborder un aspect pratique. Par contre, ceux qui seraient intéressés à aller un peu plus loin dans cette démarche-là, de ce qu'on a vu aujourd'hui, de l'approfondir, il va y avoir donc des rencontres qui vont être faites dans les prochaines semaines. Je n'ai malheureusement pas les dates devant moi. Je ne sais pas si Jean peut me donner, me rappeler les journées qui étaient prévues. Les dates, oui, Sylvain, ça ne sera pas long. Je vais te donner ça. Ça sera pas long. Okay. Donc, il y a un atelier donc une série d'ateliers qui va être proposée, qui va nous donner, dans lequel je vais vous accompagner un petit peu à faire cette démarche-là qu'on a fait ensemble aujourd'hui, dans lequel, évidemment, la différence, c'est que là, je vais vraiment vous enseigner la pleine conscience intuitive, tant sur vous-même que sur un partenaire. Donc, ça va être un peu l'exploration et, évidemment, adapté, évidemment, toujours en tenant compte de ce qui a été proposé aujourd'hui. Donc, c'est un petit peu ce que j'avais envie de vous dire à ce sujet-là. Puis pour les dates des ateliers, bien, ça s'en vient parce que je ne les ai pas notés moi-même et je ne les ai pas en tête du tout pour tout de suite. Si vous avez des questions, des interrogations, faites-le moi savoir, bien sûr. Sinon, bien évidemment, je vais vous remercier d'avoir bien voulu participer à cette conférence. J'espère que ça vous a plu. Il y aura peut-être d'autres choses qui vont suivre. Ça sera un petit peu, je vous tiendrai informé à ce sujet-là. Donc, j'attends toujours pour le petit atelier, mais vous allez recevoir une invitation de toute façon par mail de Jean de Vox Populi pour ceux qui seraient intéressés à poursuivre à ce sujet-là. Et pour ceux qui sont intéressés, ben, je ferai une petite tournée en Europe à partir de février. Je vais me promener en France et en Suisse également, possiblement.